Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir physiquement enfin après quelques scénarios virtuels par le passé de la pandémie à cette quatrième édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie. Un réel plaisir de vous accueillir en personne ici et je sais qu'il y a beaucoup de monde également en virtuel, donc merci d'être là. Cette quatrième édition donc, des Rendez-vous Gérin-Lajoie, mon nom est François Audet, je suis professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion ici à l'UQAM et directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal qui organise donc ces Rendez-vous Gérin-Lajoie. Sans plus tarder, je donnerai la parole à Daniel Lacroix, directeur de l'Institut de la diplomatie et affaires institutionnelles au ministère des Relations internationales et de la francophonie, à prononcer l'allocution d'ouverture officielle des RVGL. Daniel. Bonjour, Monsieur Bernard Derome, président de l'IEIM, François Audet, directeur, Madame Marie-France Bazot, modératrice de notre panel d'aujourd'hui et animatrice, distingués panélistes, Mesdames, Messieurs, tous et toutes ici en salle et en ligne. C'est un plaisir d'être avec vous pour la quatrième édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie sur un thème brûlant d'actualité, intelligence artificielle en progrès et défis dans un contexte international en mutation. Je veux commencer par remercier l'IEIM pour l'organisation de cette activité qui devient un incontournable en termes de rencontres scientifiques francophones sur les relations internationales au Québec. Et c'est de plus un partenaire important du ministère des Relations internationales, à commencer par sa précieuse collaboration à l'Institut de la diplomatie, qui sévit déjà depuis 2020, et les experts diplomates en résidence, chercheurs, professeurs affiliés à l'IEIM dispensent des formations extrêmement sensibles comme la sécurité et gestion de risque, la gestion des ressources humaines en représentation et la communication stratégique. Merci d'avoir contribué à former notre relève et à la professionnaliser davantage, sans compter le perfectionnement de nos chefs de poste. Les Rendez-vous Gérin-Lajoie soulignent l'héritage de M. Paul Gérin-Lajoie, je devrais dire l'un des héritages de M. Gérin-Lajoie, qui a laissé son nom à la doctrine qui codifie et qui illustre l'extension des compétences du Québec sur la scène internationale. Alors, depuis 1965, le Québec fait entendre sa voix, défend ses intérêts, tisse des partenariats avec des acteurs étrangers dans de nombreux domaines qui contribuent à son développement, et l'intelligence artificielle ne fait pas exception. Alors, face au développement rapide de cette technologie, on oscille entre inquiétude et fascination. L'intelligence artificielle suscite des débats de fond sur les formidables occasions qu'elle offre, mais aussi sur les dangers de son utilisation ainsi que ses dérives potentielles. Le gouvernement du Québec, à cet égard, a décidé d'être proactif. En collaboration avec les meilleurs experts du domaine, le Québec souhaite contribuer à la réflexion sur le développement de l'IA et de ses usages. Depuis 2021, le Québec s'est engagé à respecter la recommandation de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, concernant le développement d'une intelligence artificielle fondée sur des principes éthiques, responsables et respectueux des droits de la personne et des valeurs démocratiques. Ainsi, il compte mettre en pratique cette recommandation dans l'intégration des technologies de l'intelligence artificielle au sein de toute l'administration publique québécoise. Le Québec a aussi pris part à l'élaboration de la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle en 2021, notamment en étant étroitement associé à la négociation du texte. Le Québec, comme vous le savez, a soutenu financièrement MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, et l'Algora Lab, qui ont mené des consultations publiques pour le bénéfice de l'UNESCO dans 54 pays, en organisant notamment des ateliers. Cette recommandation de l'UNESCO, elle établit des normes universelles, des valeurs communes, des principes directeurs pour encadrer les législations, les stratégies nationales et internationales. Elle concerne 11 domaines stratégiques allant de l'économie à la culture, en passant évidemment par l'éducation, la santé et l'égalité des genres.
Rappelons par ailleurs que le Québec est le seul État fédéré à siéger au Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, le PMIA, au sein de la délégation canadienne. C'est une initiative qui regroupe 29 membres, 200 experts, qui travaillent sur des projets susceptibles d'avoir des impacts à l'échelle internationale. Le Québec est également l'unique État fédéré à financer le PMIA à hauteur de 5 millions de dollars à travers essentiellement une de ses composantes principales, le Centre d'expertise de Montréal sur l'intelligence artificielle, le CMIA, qui, évidemment, constitue un facteur de rayonnement pour la métropole et devient un pôle majeur en intelligence artificielle, notamment sur le plan de l'éthique et de la gouvernance. Au sein de la francophonie, le Québec apporte une contribution également remarquée, notamment dans la mise en œuvre de la stratégie numérique de la francophonie 2022-2026, qui vise à encourager le développement et l'usage des technologies numériques comme l'intelligence artificielle, mais de manière inclusive, respectueuse des droits de la personne et des valeurs démocratiques. De concert avec ses partenaires de l'espace francophone, le réseau francophone en intelligence artificielle, le Québec mène également des actions en faveur de la découvrabilité des contenus francophones en ligne, ce qui implique de maîtriser des notions d'intelligence artificielle et d'y avoir recours judicieusement. Alors, le Québec entend continuer d'être un leader du développement éthique et responsable de l'intelligence artificielle. Je veux saluer les nombreux experts de l'écosystème québécois en intelligence artificielle qui sont présents aujourd'hui et qui prendront la parole au cours de cette conférence. Votre expertise et votre engagement font notre fierté et contribuent à faire rayonner le Québec sur le plan international. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel, pour cette introduction qui met la table à notre conversation à venir. Merci aussi pour tes bons mots. Je vous les renvoie à toi et à tous les collègues du gouvernement du Québec, du MRIF, dans la salle et en mode virtuel. C'est grâce à votre soutien que cette édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie est réalisée. Nous avons donc devant nous, comme vous l'avez probablement observé sur nos plateformes, 3 magnifiques journées de colloques gratuits, ouverts au public, sur des thèmes cruciaux de l'actualité internationale. Que ce soit sur les 2 ans de l'invasion russe en Ukraine, demain sur la crise humanitaire à Gaza, la nouvelle diplomatie pragmatique du Canada ou encore, comme aujourd'hui, donc de l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde. Je voudrais évidemment souligner, tu l'as déjà fait Daniel, mais la présence donc de Bernard de Rome. Bernard qui est le président du conseil de l'Institut de l'IEIM. Merci beaucoup pour ton soutien inconditionnel envers l'Institut. Je salue également la présence de nombreux fellows qui sont ici, donc des anciens diplomates de Canadiens, Québécois. Il y en a également qui sont en ligne, qui sont associés à l'IEIM et qui contribuent énormément à nos activités à travers nos conférences et différents soutiens, notamment, vous les voyez beaucoup également dans les médias. Je veux tout de suite remercier, parce que je vais m'en vouloir si je ne le fais pas, je prends mon temps de parole, toute l'équipe de l'Institut qui a conçu, organisé cette 4e édition. Je le fais tout de suite parce que j'assume que c'est un succès dans 3 jours. Premièrement, Caroline Doyon, donc directrice adjointe de l'Institut que vous connaissez bien, qui est la grande chef d'orchestre à l'IEIM. Merci beaucoup, Caroline. Un privilège de travailler avec toi. Également, Sarah Germain, merci beaucoup, qui coordonne le pilotage des Rendez-vous Gérin-Lajoie de cette 4e édition. Mes collègues, donc Arnold Chwenga-Nanso, Kimi Bui et Andréane Millard, qui étaient tout à l'heure à la table de réception. Merci beaucoup de donner un coup de main à l'organisation des RVGL, et j'en profite d'ailleurs pour vous dire, pour celles et ceux qui sont dans les réseaux, différents réseaux, que le hashtag RVGL existe et que si vous souhaitez communiquer dans ces différentes plateformes, on va en parler tout à l'heure peut-être un peu plus en mal, mais il y a des bonnes choses à travers ces plateformes-là, donc n'hésitez pas à utiliser le hashtag RVGL.
Daniel l'a bien mentionné, donc cette édition des RVGL sont sous le thème de l'intelligence artificielle, un thème qui n'a pas été choisi de manière anodine. C'est le comité scientifique de l'Institut qui a mis de l'avant ce thème. Vous savez que l'Institut regroupe une trentaine de chaires de recherche, de centres de recherche multidisciplinaires, et à travers ces rencontres-là, on a mis de l'avant donc le thème de l'intelligence artificielle. Alors, vous pouvez imaginer de captivantes discussions entre les membres qui révélait évidemment les bouleversements actuels et anticipés de l'intelligence artificielle dans toutes les sphères de la société, mais aussi dans l'ensemble des disciplines dans lesquelles nous, on travaille. Si on convient que l'impact est significatif, joue et jouera l'intelligence artificielle, notamment dans les domaines médicaux, en santé ou en sécurité alimentaire, qui sont déjà bien appliqués, d'autres questions, évidemment, demeurent. Qui a véritablement accès à l'intelligence artificielle et qui n'aura peut-être jamais accès à ces outils? Quels sont les enjeux éthiques liés à son utilisation? Comment les iniquités mondiales seront-elles exacerbées par l'arrivée, l'utilisation de l'intelligence artificielle par certains pays, certaines industries, alors que d'autres n'auront jamais accès à ça? Une autre question plane également. Comment l'intelligence artificielle menace-t-elle l'existence même de l'humanité si celle-ci est disponible notamment entre des mains malveillantes? Par exemple, le développement d'armes autonomes basées sur l'IA soulève des préoccupations quant à leur capacité à prendre des décisions de manière autonome sans intervention humaine. Ce n'est pas de la science-fiction. On craint aussi que l'IA surpasse les capacités humaines, générant des scénarios où l'intelligence artificielle agirait de manière distincte aux intérêts des valeurs humaines, notamment valeurs démocratiques ou valeurs de la protection de l'environnement. Alors vous allez dire, c'est des bonnes réflexions, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT, à qui j'avais posé la question, évidemment, pour être certain d'avoir des bonnes réponses. Alors, ChatGPT, qui est bien conscient déjà des risques potentiels et surtout de la nécessité de négocier et de réglementer adéquatement son utilisation pour l'intérêt de l'État et non pas pour l'intérêt des actionnaires de Meta. Merci de rire, Henri-Paul. Voilà quelques-unes des questions qui seront soulevées aujourd'hui par notre animatrice et nos experts. Notre événement est donc divisé en deux temps. Nous débuterons tout d'abord par un court extrait vidéo d'un entretien préenregistré, suivi de la table ronde réunissant des experts autour du thème, comme Daniel l'a mentionné, intelligence artificielle entre progrès et défis dans un contexte international en forte mutation, qui est organisé en partenariat avec Mila, avec Omiras et la Faculté de sciences politiques et droit de l'UQAM. Il me fait donc extrêmement plaisir de vous présenter notre conférencier d'honneur, le professeur Yoshua Bengio, qui malheureusement, avec son agenda fort chargé, on en parlait un petit peu tout à l'heure, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui a accepté volontiers de faire un entretien avec le président de l'IEIM, M. Bernard de Rome. M. Yoshua Bengio est professeur titulaire au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal, fondateur et directeur scientifique de Mila et directeur scientifique d'Ivado. Il est également titulaire d'une chaire en IA Canada CIFAR. Il est évidemment reconnu mondialement comme l'un des grands experts en intelligence artificielle et en apprentissage profond. Il est co-lauréat avec Jeff Hilton et Yann Lequin du prix AM Turing 2018, qui est considéré comme étant le prix Nobel de l'informatique. Il est à la fois, la liste est longue, Fellow de la Royal Society de Londres, de la Société royale du Canada, Chevalier de la Légion d'honneur de France, Officier de l'Ordre du Canada et membre du Conseil scientifique consultatif de l'ONU pour les percées de la science et de la technologie. Notre panel suivra, donc sera animé par Marie-France Bazot. Marie-France Bazot, sociologue de formation, animatrice et productrice. Elle est diplômée de l'UQAM, il faut le mentionner. Elle collabore avec la presse, d'ailleurs, un excellent papier ce matin dans l'édition d'aujourd'hui, et plusieurs autres médias. Elle produit aussi notamment l'émission Il y a du monde à Metz de Télé-Québec. Et en novembre 2020, elle a lancé l'essai Nous méritons mieux, un plaidoyer pour des médias plus représentatifs et exigeants. Merci beaucoup, Marie-France, d'avoir accepté l'invitation de modérer cet événement d'ouverture des rendez-vous Gérin-Lajoie. Alors, sans plus attendre, nous allons vous mettre le court entretien ou une brève partie de l'entretien entre M. Bengio et M. de Rome. Et sachez que l'entretien complet va être mis en ligne sur nos plateformes. Merci beaucoup et bonne conférence. Bonsoir, M. Bengio. Bonsoir. Il me fait extrêmement plaisir, vraiment, de faire votre rencontre, même de façon virtuelle. Et j'espère que mes neurones seront à la hauteur. Alors, écoutez,
deux lettres qui viennent à l'esprit, IA en anglais et AI, deux petites lettres, mais quand même, qui illustrent l'émergence, la progression fulgurante de l'intelligence artificielle. Vous connaissez l'expression « une hirondelle ne fait pas le printemps ». Est-ce que ChatGPT ne fait pas d'IA? Il faut voir la trajectoire. C'est comme ça que je pense à ça. Surtout dans une réflexion politique. Donc, où ça s'en va? Quelles seraient les conséquences? Comment on peut aller faire en sorte d'aller dans le bon sens autant que possible, puis éviter les risques. C'est qu'on a construit quelque chose qu'on ne comprend pas complètement. Et ça pose problème. Ce n'est pas un labyrinthe, mais c'est qu'il y a des questions très importantes qui restent ouvertes et qui sont essentielles à répondre pour l'avenir de l'humanité si on ne veut pas éventuellement que des machines plus intelligentes que nous fassent des bêtises autrement plus graves. À quel moment pourrez-vous dire « Eureka » ? Quelle est la découverte ultime que vous souhaitez, à laquelle vous souhaitez arriver? Ben, ce que je souhaitais au passé, ouais. C'était de comprendre les principes de l'intelligence. Et je le souhaite encore, mais je ne pense pas que la société est organisée aujourd'hui pour pouvoir gérer cette connaissance-là de manière sécuritaire. C'est ma mission principale au niveau de la recherche en ce moment. C'est-à-dire comment construire une IA qui serait alignée avec nos valeurs, nos jugements de valeur, notre morale, nos lois, pas seulement de manière superficielle, comme mettons une compagnie qui pourrait essayer de tricher les lois, mais respecter la lettre, mais pas l'esprit, mais vraiment être aligné avec nos fondements, on pourrait dire constitutionnels, nos choix démocratiques, etc. Ça semble difficile. Et il y a des gens qui pensent que c'est impossible. Moi, je pense que si on n'y arrive pas, on s'en va vers un mur. Et donc, c'est essentiel d'investir pour trouver la réponse à cette question ou peut-être collectivement décider qu'il faut mettre les freins. Une fois qu'on sait construire des machines sécuritaires, on sait aussi faire des machines dangereuses parce que c'est juste quelques lignes de code à changer. Il y a beaucoup d'enjeux de concentration de pouvoir qui pourrait déstabiliser grandement notre planète. Sain d'esprit, tout le monde n'est pas sage et il va avoir des dégâts. Ce n'est pas désirable selon moi. Donc, pour moi, il y a une espèce de naïveté là, de dire, vous en faites pas, tout va bien aller. Ces outils-là pourraient déstabiliser encore plus nos institutions démocratiques, ne serait-ce qu'avec la désinformation, mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Au Canada, malgré tout, quelle est votre perception de ce que les Canadiens comprennent des dangers, de la possibilité qu'on perde contrôle de l'intelligence artificielle? C'est ça le plus grand danger. Oui, le plus grand danger, c'est la perte de contrôle. L'usage à des fins disons, dangereuses pour la sécurité nationale et la démocratie, c'est quand même aussi des choses importantes à plus court terme. Je pense que le public a besoin de plus d'éducation, de débat, de sensibilisation. Pensons à combien de temps ça a pris pour que le public commence à comprendre un peu les enjeux climatiques. Alors, malheureusement, je crains qu'on n'ait pas 20 ans devant nous pour éduquer le public sur cette question. Oui, je pense que l'ONU pourrait jouer un rôle très important. Pensez à deux choses. Les traités internationaux et la voix que l'ONU pourrait représenter pour les pays en voie de développement. Le Sud global, comme on dit. Oui, oui.
Là, l'IA est développée dans quelques pays, hein, on sait, surtout aux États-Unis, mais bon, on a un petit peu ici, un petit peu en France, en Allemagne, bon, c'est en Angleterre. C'est une poignée de pays là, pour l'instant où on a les capacités. Et il y a aussi des développements en Chine et probablement en Russie dont on connaît moins. Et il faut qu'on se mette d'accord, tous les pays qui développent ces systèmes-là, de le faire bien, c'est-à-dire de manière sécuritaire, qui ne met pas en danger le reste de l'humanité et qui ne sera pas utilisé comme une arme offensive dans une espèce de guerre avec l'IA comme disons, outil technologique puissant. C'est déjà en train de se faire, hein, soit dit en passant, l'utilisation de l'IA sur le terrain militaire. Là, on le voit en Ukraine, on le voit à Gaza. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, mais ça va être de plus en plus important. On veut éviter ces dérapages, on veut éviter une course aux armements dans laquelle les pays coupent les coins ronds pour être sûrs d'être en avance sur leurs compétiteurs. M. Benjo, vraiment, c'était un très grand plaisir de vous entendre, de vous écouter et d'apprendre surtout et d'être conscientisé. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne chance surtout. Merci pour vos questions. Merci, M. de Rome. Bravo. C'était fort intéressant. Beaucoup de questions. Je vais inviter les 3 panélistes à venir s'asseoir à mes côtés. Alors oui, vraiment, pendant qu'ils s'installent tous et toutes, des propos très, très intéressants et très inquiétants que ceux de M. Bengio. Je retiens vraiment ces inquiétudes réelles, l'aspect politique de l'intelligence artificielle, qu'il va falloir absolument, dont il est vraiment temps, plus que temps de s'occuper. On va en parler d'ailleurs pendant ce panel. Je suis très heureuse d'être là pour animer cette table ronde aujourd'hui parce que je suis ici dans une position de citoyenne, de généraliste. Je ne connais pas grand-chose à l'intelligence artificielle, sinon ce que la majorité des gens connaissent, c'est-à-dire qu'on est bombardé de nouvelles. On a l'impression que quelque chose va apparaître et ouf! C'est déjà apparu, c'est déjà dans nos vies. Ça va très, très vite, l'intelligence artificielle. Et donc, ça me questionne beaucoup, ça nous questionne beaucoup. Je vais donc poser des questions, non pas en spécialiste, mais, excusez-moi, un peu en touriste. Je vais essayer de les rendre intéressantes pour tout le monde, mais vraiment des questions un peu candides, un peu inquiètes, pas pointues. Je suis surtout, donc, avide d'informations. Voici comment va se dérouler la discussion. D'abord, on vise 2 objectifs principaux. Dresser un état des lieux de la conscientisation mondiale autour de la compréhension des risques et des iniquités apportés par l'intelligence artificielle, notamment vis-à-vis, et François le disait bien, des droits humains, des menaces éventuelles sur la démocratie et sur la sécurité nationale et internationale. Et on va essayer de mieux comprendre le processus de négociation internationale qui vise à établir des cadres réglementaires communs. Alors, le déroulement, j'ai 3 magnifiques invités à vous présenter qui vont faire chacun une présentation courte, 5-6 minutes environ chacun et chacune, en lien avec différents enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle et qu'ils ont creusés. Ça sera suivi d'une discussion de 25-30 minutes. Entre eux, je vais leur poser des questions. On va mettre en lumière différents impacts qui touche le Québec et le monde. Et ensuite, il y a un micro dans la salle. Il y aura une dizaine de minutes de questions pour vos questions à nos 3 invités. Je vous les présente. Alors, tout de suite à ma droite, M. Ludovic Soussis, qui est, il disait tout à l'heure, le chef de cabinet de Yoshua Bengio, en quelque sorte, puisque c'est vraiment un cabinet politique. Donc, officiellement, directeur des communications et des affaires publiques chez Mila. Bonjour, merci d'être là. Madame Ndeye Dienaba Ndiaye, professeure au département de sciences juridiques de l'UQAM, directrice de l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l'asile, l'OMITRAS. Bonjour. Et M. Mehran Ebrahimi, qui est professeur titulaire au département de management et de technologie de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Bonjour et bienvenue.
Alors, Ludovic, on va commencer avec vous. C'est fort intéressant parce que Mila organisait ces derniers jours un colloque intitulé « Protéger les droits humains à l'heure de l'intelligence artificielle ». Votre allocution, c'est « L'état des lieux de la coopération internationale autour de l'intelligence artificielle vis-à-vis des droits humains ». On est en plein cœur du sujet. Allez-y, 5 minutes. Merci beaucoup. Pas 6. Ouais. Bon, merci beaucoup, Mme Mazot. Merci à l'IEIM pour l'invitation. C'est tout à fait naturel là, pour Mila d'être associée à cette discussion parce que, comme vous savez, on est au cœur de ces discussions. Depuis la dernière année, surtout, je prends un pas de recul pour dire que Mila est assise à la table de travail et aux tables de concertation avec les différentes organisations internationales depuis 2018-2019. Ces organisations-là, pensons à l'UNESCO, à l'OCDE, à l'ONU, au Conseil de l'Europe et aux différents parlements nationaux là, qui s'intéressent à la question, qui travaillent depuis beaucoup plus longtemps qu'on le pense sur les guides normatifs là, autour de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est encourageant. Dans le cadre de... C'est une technologie qui intéresse les gouvernements et les organisations internationales depuis plus longtemps que les autres technologies. Dès l'émergence de la technologie, ces organisations-là se sont développées des groupes de travail et des groupes d'experts qui sont prêtes à déployer des réglementations alors qu'aujourd'hui, la technologie s'est accélérée. Mila est au cœur de ça depuis sa fondation, avec le professeur Bengio, avec d'autres professeurs de renom, mais aussi avec des employés comme tels, certains de mes collègues. La semaine dernière, nous avions le numéro 2 de l'ONU, M. Amandeep Gill, à Mila, spécialiste sur la question de l'intelligence artificielle, et les premiers ou deuxièmes dirigeants des différentes organisations internationales que je venais nommer tout à l'heure, qui étaient réunis pour discuter de la question des droits de l'homme et de la question de la réglementation en général. Et il y a des droits humains, il y a quelques constats qui proviennent de ça. Premièrement, les droits humains, c'est vraiment les fondements, doivent être au cœur des réglementations nationales dans le cadre sur l'intelligence artificielle. Et un des défis de ça, c'est qu'on sait que l'intelligence artificielle pose des enjeux de biais, pose des enjeux éthiques, pose des enjeux plus fondamentaux de sécurité internationale, ou voire même de risques, de risques essentiels pour l'humanité. Alors, malgré le travail de coordination et de collaboration des organisations internationales, c'est au tour maintenant des gouvernements nationaux de légiférer. Et là, on est un petit peu plus loin du compte. Il y a l'Union européenne qui s'apprête à entériner sa loi qu'on appelle le AI Act, qui va être mise en place dans les prochaines semaines, prochains mois, avant l'été, dit-on. Le Canada est encore en discussion parlementaire sur le projet de loi C-27. Il y a un executive order, donc un décret exécutif aux États-Unis, mais c'est à peu près ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont légiféré réellement alors que la technologie s'accélère. Donc, ça, c'est un défi. Cette année, le contexte est particulier. Il y a plus de 50 pays dans lesquels il y a des élections. Il y a près de la moitié de la planète qui vont voir leur gouvernement changer ou dans lesquels il va y avoir des élections. Alors, les effets de l'intelligence artificielle sont maintenant, surtout des modèles génératifs, mais les réglementations ne suivent pas, donc sont encore à la traîne. Et dans les cadres législatifs qu'on va voir apparaître là, dans les prochaines années, dans les prochains mois, il y a un décalage entre l'adoption de la loi et sa mise en application. Un décalage qui va de 6 mois à 2 ans, tout dépendamment du pays, ce qui pose des défis, donc, de décalage par rapport à la vitesse de la technologie aussi. Donc, je pourrais arrêter là pour l'instant. Les discussions sont très importantes au niveau global, au niveau de la concertation, au niveau des tables de travail. Les États doivent prendre le pas. Là, on a un défi de mise en application. C'est là où on est présentement. Merci beaucoup. On va y revenir certainement, Ludovic. C'est fort intéressant. Je retiens donc qu'il y a une volonté de la part de beaucoup d'États d'installer une gouvernance de l'intelligence artificielle, mais je mesure à peine le décalage qu'il y a entre cette volonté-là et la vitesse du développement de l'intelligence artificielle. C'est fou.
Merci, on va donc y revenir. Je passe maintenant la parole à Ndeye Dienaba Ndiaye, qui est du département de sciences juridiques de l'UQAM. Dienaba, votre allocution s'intitule « Les enjeux de l'intelligence artificielle sous l'angle des mouvements migratoires, le cas de l'Union européenne ». Ça promet beaucoup. Je vous écoute. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. Merci de l'invitation, François, Caroline et toute l'équipe. Je remercie aussi les collègues de l'Observatoire. Alors, moi, j'ai été invitée à partager ma réflexion, en tout cas un début de recherche que nous faisons au niveau de l'Observatoire sur l'intelligence artificielle, les mouvements migratoires, l'impact de l'utilisation de l'IA sur les droits des migrants. Et quand on parle de migration, évidemment, on parle de la migration économique, mais surtout de la migration forcée, notamment les demandeurs d'asile. Comme on le sait, depuis 2022, on fait face au Canada et principalement au Québec à l'arrivée des demandeurs d'asile. Alors, comment tout ça s'articule aussi au niveau de l'Union européenne? Ce que j'ai fait, évidemment, comme bonne juriste ou apprenti juriste, on peut voir ça, c'est d'aller voir la définition de ce qu'était l'IA en vertu du droit international, régional, droit communautaire. Donc, on parlait tout à l'heure de la loi sur l'intelligence artificielle qui est en voie d'être adoptée au niveau de l'Union européenne. Donc, son article 3, paragraphe 1, définit le système d'intelligence artificielle comme étant un logiciel développé avec des techniques et des approches qui peut, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, générer des résultats. Je vais essayer de m'approcher du micro. Je regarde les gens, puis j'ai l'impression d'être de l'autre bout du monde. Générer des résultats tels que du contenu, des prédictions, des recommandations, des décisions influençant les environnements avec lesquels ils interagissent. Donc, évidemment, il y a beaucoup de définitions. Là, on voit la littérature. On n'a pas une définition universelle de ce qu'est l'IA. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à mes recherches sur l'intelligence artificielle et les mobilités, c'est comment l'intelligence artificielle intervient dans la trajectoire du migrant, avant le départ, à l'entrée, à son arrivée, et lorsqu'on n'en veut plus et qu'on décide qu'il doit quitter le territoire. Avant son arrivée, comment les États interviennent, comment l'intelligence artificielle est mobilisée. On parle beaucoup d'analyse prédictive. Analyse prédictive dans l'identification, évidemment. On veut anticiper les flux migratoires. On veut anticiper les mouvements migratoires, mais aussi on veut analyser les risques, donc les zones de provenance de la migration forcée, notamment les demandeurs d'asile, et les autres types d'immigration ou les formes d'immigration irrégulière. On peut parler aussi de la traite des personnes, de trafic de migrants, entre autres. Mais on peut aussi voir, évidemment, les contrôles à partir du visa. L'exemple de l'Union européenne, c'est qu'on a un système, ce qu'on appelle le système Schengen, qui permet d'avoir, une fois qu'on a le visa pour un pays, on peut circuler à l'intérieur de l'espace Schengen. Et c'est l'IA qui permet, dans un certain sens aussi, d'accélérer le traitement des demandes de visa, avec son lot, évidemment, de conséquences, je reviendrai là-dessus. Mais on constate aussi, avant l'arrivée, la surveillance, par exemple, avec l'utilisation des drones. Donc, de plus en plus, on le sait, l'Union européenne et particulièrement Frontex, qui est l'agence censée surveiller les frontières extérieures, donc d'analyser les risques, etc., utilise les images satellites, utilise les drones dans la surveillance aérienne. Puis on le voit aussi au niveau de la Méditerranée, entre la Libye, la Tunisie, ces pays qui font face à certains pays de la Méditerranée de l'Union européenne et qui fait que ces pays-là reçoivent beaucoup de migrants venant d'Afrique et principalement d'Afrique subsaharienne. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'entrée avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des frontières. Je pense que pour celles et ceux qui voyagent, on voit ce qu'on appelle les portiques automatiques, donc réservés pour certaines populations. Si vous avez la citoyenneté européenne, vous devez passer vite. Donc, le contrôle, on voit la substitution de l'humain par rapport à l'intelligence artificielle capable de détecter, d'identifier, etc., ces personnes. Donc, on est dans cette approche aussi, contrôle de sécurité, contrôle identitaire. On le voit, cette approche, ce paradigme sécuritaire qui fonde les politiques migratoires depuis les années 90, avec des mesures restrictives, des politiques migratoires. En tout cas, c'est pas généralisé, là, on le sait, on s'entend là-dessus, ça vise certaines populations, surtout les populations les plus qui vivent difficilement les conséquences de la mondialisation avec les inégalités qui sont renforcées et on sait lesquelles.
On peut aussi réfléchir sur l'utilisation de la biométrie, de toutes ces données qui sont exploitées aussi par les agents. J'ai Monsieur Aviation à mon côté, donc je le laisserai expliquer davantage. Ce que je constate, c'est que les dossiers passagers, moi, ça me pose problème parce que c'est toutes les données, les informations qui sont collectées par ces... ce qu'on appelle comment on les appelle je pense qu'on les appelle comment encore? J'ai oublié le nom. Mais c'est les Air Canada, c'est les compagnies d'avion. Mais voilà, ça c'est la vieillesse et le froid. Voilà, on y est. Alors, c'est le mot Canada que vous... Ben, c'est ça. Non, le Canada, il est là. C'est compagnies que je cherchais. Alors, que les compagnies, évidemment, notamment, mobilisent beaucoup. Donc, dès l'instant que vous réservez un billet d'avion pour aller fuir un peu le froid, aller au Cuba, quelque chose comme ça, vos données sont collectées quelque part. Donc, les informations... Et moi, ce qui m'intéresse par rapport à ça aussi, c'est qui exploite ces données-là, c'est quoi la durée de stockage et l'accessibilité, l'opacité, l'absence de transparence. Donc, qui on fait quoi avec toutes ces données-là des passagers, mais on fait quoi aussi avec les données des migrants. Alors, comme j'ai 6 minutes, je disais à François que j'ai pris 2 heures de temps pour m'arriver à me limiter. Vous savez, les juristes, on parle beaucoup, mais l'intelligence artificielle intervient aussi pendant le séjour. Pendant le séjour... Pourquoi? Parce qu'on développe de plus en plus ce qu'on appelle des chatbots. Les chatbots, c'est des programmes informatiques vise à converser avec les êtres humains. Donc, les États organisent ça, mettent en place ce genre de chatbot, mais aussi des individus dans le but, par exemple, de faciliter l'intégration. On l'a vu dans certains pays, faciliter l'intégration, la répartition à partir de certaines données pour créer une sorte de link entre la population locale et la population migratoire. Là où je veux vraiment inviter à la réflexion, c'est par rapport aux droits qui sont en jeu, aux droits fondamentaux de ces migrants-là, notamment le droit à la vie privée, qui est un droit fondamental qu'on retrouve dans tous les instruments universels de protection des droits de la personne, la Déclaration universelle et de pacte, etc., et dans les conventions spécifiques. Il y a un autre droit aussi, le problème de la discrimination, parce qu'on voit avec la reconnaissance faciale, on le voit de façon déjà, même avec les humains, pour des raisons culturelles, d'éducation. Au Canada, au Québec, quand tu fais une entrevue avec un Québécois, s'il ne te regarde pas droit dans les yeux, tu vas commencer à douter de ses capacités, de sa crédibilité, alors que chez nous autres, quand tu parles avec une personne, tu dois avoir les yeux rivés sur... tu ne peux pas... Voilà, c'est ça. Donc, si je fais une entrevue avec quelqu'un qui n'a pas cette information-là, voyons, je n'aurai jamais le job. Alors que j'ai passé toute ma vie à me dire, j'ai été formatée comme ça, vous voyez. Et les personnes qui vont programmer l'intelligence artificielle, ces biais-là seront transmis et on n'arrive pas à réparer, il n'y a pas de mécanisme. Donc, du coup, quand on parle d'éthique, on parle de valeurs, de choix démocratiques, etc., j'ai bien peur que si on ne mise pas sur l'éducation des hommes, ça va être très difficile de miser sur l'éducation de l'intelligence artificielle en matière migratoire. Merci. Merci beaucoup. Merci, Dieynaba. C'est vraiment des sujets qu'on n'imagine pas. Une portée de l'intelligence artificielle qu'on n'imagine pas quand on est vraiment néophyte dans la question. Et la trajectoire des migrants en lien avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment riche de réflexion. On va vous entendre plus avant tout à l'heure. C'est vraiment passionnant. On passe maintenant à Monsieur Aviation, donc Méhan Ibrahimi, professeur titulaire au département de management et de technologie de l'École de sciences de gestion de l'UQAM. Les impacts de l'intelligence artificielle dans les organisations. On vous écoute. En fait, je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt Joshua Bengio, mes collègues. J'ai décidé de ne pas parler de ce que j'avais prévu de parler. Oh, vous faites comme vous voulez, hein? Voilà, c'est ça. Parce que là, je me pose la question, on parle de l'intelligence artificielle comme si on savait de quoi on parlait. C'est comme si c'était quelque chose de nouveau. Je pense que cette question mérite qu'on le décortique un petit peu. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est une technique. C'est une technique. L'être humain, c'est un être technique. Le jour où le premier humain a soulevé un morceau de pierre pour pouvoir chasser,
la technique est entrée dans notre existence. Donc l'humain est fondamentalement un être technique. Donc par la suite, on l'a aiguisé, c'est devenu une flèche. Par la suite, on a inventé toutes sortes de techniques. Donc tout au long de notre histoire, c'est-à-dire l'activité intellectuelle de l'humain ne s'exprime qu'à travers des dispositifs technique et matériel. Autrement dit, la technique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La technique, ça a toujours été là. Nous sommes un être technique. Alors aujourd'hui, on a inventé une technique plus sophistiquée que les autres, beaucoup plus sophistiquée que les autres. Mais comme je dis, donc notre connaissance en tant qu'être humain, c'est toujours matérialisé à travers quelque chose d'artificiel. Donc l'intelligence n'a jamais été que artificielle. Un dictionnaire, c'est une intelligence artificielle, sauf qu'à une autre époque, on l'écrivait autrement et on l'utilisait autrement. Alors aujourd'hui, moi, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui m'inquiète, comme si l'intelligence artificielle avait une identité qu'on sait. J'ai écouté votre définition juridique de l'intelligence artificielle. Mon Dieu, ça a des années-lumière de ce que c'est que l'intelligence artificielle, mais en même temps, c'est vrai aussi. Moi, ce qui m'inquiète dans l'intelligence artificielle, ce n'est pas la force de la technique. C'est le mariage entre l'ingénieur et le financier. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire le jour où cette force de frappe qui est phénoménale, donc on le met à la disposition des gens qui n'ont que comme objectif de rentabiliser un investissement, un retour sur investissement, et ils s'en foutent éperdument de tout ce dont on parle ici aujourd'hui, de l'éthique, la juridiction, la réglementation. Vous avez vu une personne courageuse au conseil d'administration de OpenAI a essayé d'ouvrir un débat sur la question d'éthique et le comportement, donc tout cet appareillage génératif aujourd'hui autour de la question d'éthique. Ça n'a pas pris une semaine pour qu'il y ait un coup d'État à la tête de OpenAI, qu'on fasse revenir la personne qui n'a aucun sens moral et éthique et que de le remettre en place et donc complètement purifier le conseil d'administration. C'est-à-dire que désormais, le conseil d'administration d'OpenAI n'est pas un lieu de discussion éthique. C'est sur la performance et la rentabilité. Donc, c'est son mariage d'ingénieur et financier qui donne un caractère particulier à ce qu'aujourd'hui on appelle le capitalisme algorithmique ou le capitalisme donc de plateforme. C'est ça moi, qui me fait peur. Donc, et il faut le dire, dans toutes ces réglementations, je ne sais pas, moi, prenons les mines antipersonnelles, prenons tout ce qui est la question d'éducation, tout ce qui est une justice sociale en termes de répartition de richesses. Est-ce que nos sociétés ont avancé ? Pourtant, on a fait toutes sortes d'institutions internationales sur ces questions-là, mais on a régressé. Alors, pour moi, c'est cet élément-là qui est inquiétant. Et je vous ramène, si vous le permettez, puisque Mme Mazot m'a traité de monsieur de l'aviation et je revendique ça avec fierté. C'est pas moi, c'est Diabeta. Donc, non, mais j'assume. Prenons le cas aujourd'hui, il y a un effort important qui est en train de se faire dans le domaine de l'aviation en utilisant l'intelligence artificielle pour qu'on mette un pilote dans le cockpit et on élimine le deuxième. Alors on dit, bah oui, les progrès, la technologie, comme ça ne sert à rien. 70% des erreurs ou des accidents dans le domaine de l'aviation sont des erreurs humaines. Alors éliminons l'humain, comme si on éliminait en même temps les erreurs. Vous voyez un peu la logique très financière de la chose. Donc, alors on dit, voilà, puisque la technique le permet, comme permettez-moi d'être un petit peu rétro, et comme François Rabelais disait, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que la technique le permet, donc c'est justifié, donc on le fait. Alors, donc on élimine un pilote dans le cockpit, et quand on ne pose plus la question pourquoi, on dit comment on va le faire, quels sont les impacts de ça, et on dit finalement, un pilote, ça suffit avec un système d'intelligence artificielle, surtout un pilote qui est pilote de drone au sol, qui intervient au moment critique décollage et atterrissage, et le reste du temps, on n'en a pas besoin. Et même, il y a des dirigeants de Thales qui sont très avant-garde sur ce sujet. Ils disent, bientôt, dans le cockpit d'un avion, il y aura un pilote et un chien, et le pilote ne servira qu'à nourrir le chien. Alors, donc, on invente, c'est-à-dire que la force de frappe de cette espèce de capitalisme numérique, c'est son discours extrêmement séducteur. Extrêmement séducteur. Alors, quand on dit, mais pourquoi vous voulez éliminer un pilote dans le cockpit ?
Ben voyons, un des coûts les plus importants d'une compagnie aérienne, c'est le salaire des pilotes. Alors, vous éliminez un pilote, vous venez de réduire les coûts par 2. Oui, mais enfin, quand même, c'est plus compliqué que ça. Et donc, le jour où on a, pour reprendre un petit peu les mots de Étienne Klein, le philosophe de la science français, qui disait que le jour où on a remplacé le mot progrès par le mot de l'innovation, on a évacué du débat la question de pourquoi, la finalité. Et donc, la finalité ultime qui était le maximum de profit, maximum de dividendes, a pris la place. Et alors, l'intelligence artificielle, c'est dans ce contexte-là qui est problématique, qui me fait peur. Pas l'intelligence artificielle comme une entité prédéterminée et autre. Donc, je pense que la réflexion aujourd'hui doit revenir là-dessus et de dire que, regardez, prenons aujourd'hui le pays le plus dominant, puisque Joshua en parlait, c'est l'Amérique, c'est les États-Unis. Ce pays n'arrive même pas à réglementer la question d'utilisation des armes. Pensez-vous qu'ils vont réglementer l'intelligence artificielle qui rapporte autant? Alors donc, il faut qu'on fasse preuve d'une lucidité, puisque nous sommes bien sûr techniques, il n'y a rien de changé, c'est toujours une technique. Mais aujourd'hui, cette finalité de cette technique est au service d'une logique financière internationalisée qui ne reconnaît pas de frontières, qui ne reconnaît pas de juridiction, qui, droit de l'homme, je suis désolé, vous repasserez, parce que là, à ce niveau-là, c'est le dernier souci de ceux qui font des milliards et des milliards avec l'intelligence artificielle. Je pense que cette question, mariage, finance, d'ingénieur, d'ingénierie, doit être le cœur de nos interrogations pour voir comment on peut, pour une fois, pousser un couple à divorcer. Bien, bravo, c'était passionnant. Merci d'avoir mis vos notes de côté. Vous m'inspirez. Je pense que je vais faire la même chose. Et vous venez de mettre la table, puisque vous avez nommé, Mehran, votre crainte principale, ce capitalisme algorithmique, cette logique financière qui s'installe d'emblée au cœur de l'intelligence artificielle. Je vais demander à Ludovic et je vais demander à Dié Naba quelles sont leurs peurs principales. On va partir là-dessus. Allez-y. Ah, bon, ben oui. Écoutez, merci, M. Aviation. Non, vous savez. Oui, je sais, mais jusqu'à la fin de la conférence aujourd'hui, c'est M. Aviation. Mais c'est pas moi, hein, c'est... Non, c'est vous. Oui, en droit, on délègue la responsabilité. Alors, c'est une crainte aussi que nous avons quand on fait de la recherche sur les mobilités, si l'on sait déjà comment les droits d'immigration, en tout cas depuis 40-50 ans, sont fortement atteints dans le processus migratoire, et ceci à tout point de vue et dans plusieurs pays, même si au Canada, on a une des lois les plus transparentes au monde en matière d'immigration, mais il y a des choses aussi à bonifier. Alors, là, ce que j'ai mentionné à la fin de la conférence, c'est l'utilisation des données par rapport au droit privé, qui est un droit important. Je sais que les autres, entre parenthèses, ce n'est pas leur problème, puis cela se traduit sur le terrain. On voit comment ces quantités de données qui sont utilisées au niveau des systèmes et qui sont exploitées dans le but d'identifier, ce n'est pas juste des questions sécuritaires pour que les gens ne meurent pas dans la Méditerranée. On l'a vu avec l'Union européenne, avec Frontex. Ça, au lieu d'utiliser les drones pour identifier évidemment les pirogues qui quittent un peu certains pays dans le but d'une immigration irrégulière, parce que tout simplement on connaît la cause, parce que ce n'est plus possible d'avoir des visas, en tout cas dans certains pays, puis on sait qui sont ces pays-là. Donc moi je pense que c'est fondamental de voir la base de tout ça, le capitalisme comme numérique ou le capitalisme ambiant, qui ne fait que renforcer les inégalités déjà. Donc, l'IA va faire exactement ce qui est en train, et c'est ça notre peur, nous, quand on travaille sur les mobilités, c'est de dire, mais déjà que les droits des migrants sont fortement fragilisés, il y a de la discrimination au niveau de l'intégration. On a vu, c'est pas il y a 2 ans, on a vu avec les visas pour les étudiants internationaux, utilisation des logiciels qui faisait que certains étudiants qui provenaient d'Afrique subsaharienne étaient systématiquement refusés. Systématiquement. Il y a eu après un rapport, des observations qui ont été faites et qu'on a constaté qu'il y avait ce biais discriminant ou raciste ou qu'importe. Mais ça invite à la réflexion de voir comment on gère
Et c'est là où ça fait peur, parce que si on continue cette approche, ce paradigme sécuritaire, bien, tout ce qu'on va faire, c'est de créer évidemment des forteresses en mettant, puis on le voit avec les murs de plus en plus intelligents, pas plus qu'avant-hier, le gouvernement, je pense c'est au Texas, qu'ils ont décidé de déplacer des murs à l'intérieur du Mexique dans le but de limiter l'arrivée des Mexicains. On n'est pas en train de dire qu'il faut ouvrir les portes, ouvrir les ventes, tout le monde va arriver. Personne ne dit ça. D'ailleurs, on parle d'une migration coordonnée sûre, facilitée, organisée dans le respect. On ne peut pas parler de valeurs fondamentales, on ne peut pas parler de respect, de dignité humaine si on reste dans notre bulle. Et se dire, ben moi, mes droits sont privilégiés parce que je suis à Québec, mais la personne qui se trouve en Palestine, ses droits ne sont pas respectés. Voyez, donc c'est une réflexion qu'il faut faire dans la gestion de la mobilité. Et le Québec et le Canada ne sont pas en reste, évidemment, dans cette invitation à la réflexion-là. Ludovic, qu'est-ce qui vous fait peur dans le déploiement de l'intelligence artificielle? Un élément qui est préoccupant, c'est la concentration du pouvoir autour du développement de la technologie. Présentement, il y a moins d'une dizaine de compagnies sur la planète, essentiellement toutes dans la Silicon Valley, en Californie, qui contrôlent le dernier cri là, de l'intelligence artificielle et la puissance de calcul. Il faut comprendre que pour bâtir des outils comme ChatGPT, pour bâtir des outils comme Google Gemini, et tout ce qu'on va voir arriver là, de subséquent et de parallèle à ça, ça prend une puissance de calcul, des capacités d'ingénierie, des capacités algorithmiques, des capacités d'agglomération de données gigantesques. Puis quand on dit gigantesques, les États nationaux n'ont pas accès à ces capacités financières, à ces infrastructures et même au nombre de talents nécessaires pour déployer ça. Et ça crée des déséquilibres. Un des déséquilibres, c'est un déséquilibre de compréhension. Donc, il y a peu de gens sur la planète, même le professeur Bengio, qui est mon collègue, n'a pas ces capacités de comprendre. Il doit se faire mandater et travailler avec des dizaines de chercheurs pour faire ce pourquoi il a été mandaté, là, un rapport sur l'état de la science. Donc, il a été mandaté là, par le gouvernement anglais et le UK AI Safety Summit pour comprendre, on va faire l'équivalent d'un rapport là, du GIEC en matière d'IA, si on veut le résumer comme ça. Il travaille là-dessus, ça va être déployé quelque part cette année, mais il y a un gros gap là, de connaissances puis de compréhension entre les systèmes déployés par quelques compagnies et le fait qu'elles soient disponibles à tous, premièrement, et ensuite, les États sont en train de perdre leur souveraineté. Puis c'est une souveraineté technologique, en termes de calcul. Au Canada, on n'a pas les puissances de calcul, on n'a même pas les capacités d'avoir ces puissances-là. Au Québec non plus, là, pour faire des recherches sur les modèles des compagnies privées. Alors, le gap de compréhension, l'écart de compréhension grandit constamment. Et en plus, là, ces entreprises fonctionnent en boîte noire. Donc, il n'y a plus cette culture de la science ouverte qu'il y avait avant, qui pose des défis en termes de compréhension de comment la technologie est déployée. Si même des chercheurs comme Yoshua Bengio n'ont pas accès à la manière, aux techniques qui sont utilisées pour déployer des outils comme ChatGPT, comme Google Gemini, qui y a accès, c'est-à-dire seulement les entreprises elles-mêmes. Si sur leur conseil d'administration, si sur leur méthode de gouvernance, les questions de sécurité, les questions d'éthique, les questions de responsabilité ne sont pas au cœur de leur modèle, ben là, on a un défi à plusieurs niveaux. Bon, là, ça fait 10 minutes que c'est commencé et je suis déjà un peu paniquée. C'est quand même assez effarant ce que vous dites. Ce déséquilibre de compréhension est effarant. Mehran, dites quelque chose. Est-ce que les États qui vont vouloir, qui veulent, qui essayent de légiférer sont en mesure de compétitionner, de même comprendre ce que décrit Ludovic est effarant? Ce qu'il faut comprendre, là, je reviens à mon histoire de capitalisme numérique. Ce qui est particulier avec le capitalisme numérique, et je vais revenir à votre question, ce n'est pas juste qu'aujourd'hui, le moteur de la création de richesse, c'est les données.
l'extraction des données, l'exploitation des données, la capacité de calcul, comme mon collègue vient de le dire, c'est qu'il y a un basculement profond qui s'est opéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Le capitalisme, depuis ses débuts, est basé sur la propriété privée. Autrement dit, la machine vous appartient, l'usine vous appartient, dans certains cas, l'ouvrier vous appartient, et puis plus tard, les brevets vous appartenaient, plus tard, donc les actifs financiers vous appartenaient, et ainsi de suite. Avec le capitalisme numérique, il y a une rupture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre propriété privée à vous en tant qu'individu appartient aujourd'hui aux compagnies d'aujourd'hui de numérique. C'est-à-dire que mes données qui m'appartiennent, un peu comme ma maison, ne m'appartient plus. Parce que si je veux j'utilisais mon propre téléphone, je donne tellement de consentement à tellement de personnes que je ne sais même plus. Une application, vous voulez lire un article dans un journal. Autrement dit, ce basculement de propriété privée, autrement dit, j'ai mes codes, parce qu'on parlait de ça, donc des ChatGPT, tout ça, ils ont leur propre code extrêmement protégé, donc ils gardent leur propre propriété privée pour eux, et ils vont s'accaparer de la propriété privée des autres. Et ça, c'est je dirais, une perspective nouvelle. Et ça crée une capacité de création de richesse qui est phénoménale. Alors, comment convaincre les... Excusez-moi, Oui. c'est une rupture encore plus profonde que celle, quand vous dites abandonner nos données, c'est encore plus profond et plus révolutionnaire que l'apparition des téléphones intelligents, des réseaux sociaux. C'est encore plus loin? Justement, les téléphones intelligents qui n'ont rien d'intelligent d'ailleurs, mais le fait des réseaux sociaux, tout ça, c'est quoi? Ce sont des machines à capter des données, mettre au service de ceux qui font de l'argent avec ces données-là. Justement, on est au cœur de cette transformation-là. Donc, cette puissance de création de richesse, ils ont leur propre propriété intellectuelle et ils viennent chercher nos propriétés privées à nous, qui sont les données. Et ça, c'est nouveau. On n'a jamais connu ça dans l'histoire. C'est-à-dire, au moins, la question de... Vous savez, aux États-Unis, si quelqu'un vient sur votre propriété privée, a mis son pied sur votre gazon, vous pouvez lui tirer dessus, parce que la propriété privée est sacrée. Alors qu'aujourd'hui, cet élément sacré ne l'est plus, et ça donne une puissance phénoménale de création de richesse. Et c'est à ça qu'on veut que les États et que les juridictions s'opposent. Pourquoi vous voulez que ces gens-là renoncent aux poules aux odeurs? Et c'est pour ça que la réglementation, encore là, M. Aviation ramène tout ça toujours à la question de l'aviation. Aujourd'hui, on veut faire une réglementation par rapport à l'intelligence artificielle, justement pour protéger ne serait-ce que les données, que ne serait-ce que même des données techniques de l'avion, ou ne serait-ce que dans le cas de l'intégration dans les cockpits. Si on veut réglementer, ça prend au moins pour aller au niveau de l'aviation civile de chaque pays. Après, au niveau de l'OACI ou l'IATA, ça prend 5 à 6 ans. Alors, vous imaginez, d'ici 5 à 6 ans, tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans 5-6 ans, on va réglementer quelque chose qui n'a plus aucun intérêt. Et là, donc, je ne veux pas vous faire peur encore davantage, Mme Bazot, mais c'est que notre structure, et là, moi, je ne suis pas expert, j'espère que les gens de l'Institut me pardonneront, ce n'est pas mon expertise, mais la structure donc, de gouvernance internationale, puisque c'est une question de gouvernance internationale, est très décalée par rapport à la nature de ces technologies-là et la nature ou je dirais la vitesse avec laquelle ces technologies-là progressent. Et donc, ce décalage. Alors, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire et c'est très important de ne pas baisser les bras à ce niveau-là et je suis le premier à les défendre. Mais soyons réalistes. Pensez-vous que OpenAI va s'arrêter de dire la prochaine version de ChatGPT, j'attends de voir qu'est-ce que la réglementation va me dire. Ils vont venir et ils vont façonner notre manière de faire. Ils vont façonner notre manière même de regarder le droit dans l'avenir. François a commencé son discours avec un discours de ChatGPT. Aujourd'hui, nos étudiants, aujourd'hui, nos juristes, aujourd'hui, tout le monde les utilise. Pensez-vous que cette technologie qui a façonné notre rapport à la connaissance, notre rapport au texte, aux données, va reculer parce que nous allons réglementer, puisqu'aujourd'hui nos avocats utilisent les ChatGPT en cours, il paraît. Oui, mais je pourrais... Zienaba, là-dessus, sur cette impuissance de la réglementation, visiblement. Alors, en droit international, c'est autre chose. En droit international, Le micro. Le micro, oui. C'est vrai. Le droit international, c'est déjà très complexe.
on voit quelque chose que l'on constate, c'est le refus systématique des États, par exemple, dans certains domaines, d'aller vers du hard law. Donc, on est plus dans la liquid law, on est dans les déclarations politiques. Donc, il n'y a plus de droits contraignants. En tout cas, pour certaines questions, ça, on s'entend. Maintenant, la législation nationale. Je pense qu'il est important que les États régulent. Ce sont des relations entre les individus, des relations entre les individus et l'État et les entreprises. Moi, je pense que ce n'est pas un phénomène nouveau dans la mesure où, avec le développement, par exemple, des entreprises multinationales, on a vu, par exemple, des États qui ont des revenus moins importants, par exemple, que certaines entreprises multinationales. En ce moment-là, c'était le début de la mondialisation. On voyait comment on perdait petit à petit la souveraineté étatique. Ça a commencé à être régulé avec des codes, etc. C'est sûr que le droit réagit. Le droit devrait être beaucoup plus prédictif, c'est-à-dire d'anticiper. Mais est-ce que les États ont les moyens, ce que disait Ludovic, est-ce qu'on a les moyens d'anticiper sur ce qui va se passer dans 50 ans si on a déjà de la difficulté à accéder aux mécanismes, à la capacité que mentionnait tout à l'heure le collègue? Donc, je pense que ce sont ces questions-là que l'on se pose. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Mais le droit doit le faire. Oui. Parenthèse. Oui, allez-y. Oui. Petite, je m'excuse. Ceux qui doivent réguler, ceux qui doivent réglementer, ne comprennent pas toujours les tenants aboutissants de ces technologies-là. Aujourd'hui, mon collègue Ludovic te disait, écoutez, même si vous venez dans le champ de l'intelligence artificielle, il y a tellement... Tout le monde ne peut pas dire que je comprends la question. On ne peut pas aujourd'hui regarder prenons dans le domaine de finances intensives, là, donc les transactions intensives qui utilisent extrêmement efficacement l'intelligence artificielle pour faire plusieurs milliards de transactions par seconde, d'accord? Mais on ne comprend pas comment ça fonctionne. Je vous souvenez, Alan Greenspan, l'ancien patron de la Fed, disait devant le Congrès américain, pour comprendre comment ça fonctionne, ça prend un doctorat d'informatique d'MIT. Alors, lui, il est censé réguler. Il dit, moi, je ne comprends rien. Alors, vous voyez, ce décalage-là est très important et c'est là où, justement, alors là, je félicite de nos collègues de Mila et tout ça qui font un travail remarquable sur cette question-là. Mais on a ce décalage-là qu'il va falloir régler à un moment donné, que nos régulateurs comprennent de quoi, finalement, qu'est-ce qu'il faut qu'ils régulent. Est-ce qu'il y a une volonté de le régler, ce décalage-là? Une volonté très forte. Alors, il faut que les moyens soient déployés conséquemment. Déjà, Mila travaille avec les fonctionnaires du gouvernement fédéral, notamment là, pour les éduquer, faire de la pédagogie, illustrer, notamment en matière de... Voici on a un programme là, sur la boussole des politiques, un peu pour aider les régulateurs ou ceux qui sont dans les ministères associés là, à comprendre ce qui se fait sur la planète en matière de réglementation. J'espère que ce n'est pas les mêmes fonctionnaires qui ont... patenté à Rivcan, mais je dis ça, je dis rien. Et la COVID. Et la COVID. Mais ça, c'est un élément important. Donc, l'éducation permanente, la pédagogie des décideurs eux-mêmes, des députés, des législateurs, des fonctionnaires. Il y a beaucoup d'organisations qui se donnent ce rôle-là. Il faut que les États aussi comprennent que c'est de leur responsabilité de former leur personnel, même de former les élus. Parce que souvent, on parle des gouvernements. Donc, on va avoir, par exemple, nous, à Mila, on parle essentiellement au ministère de l'Économie. Mais c'est rare qu'on ait l'opportunité d'aller parler à l'ensemble des 125 parlementaires du Québec, des 308 parlementaires du Canada. Et donc, c'est un défi de donner accès à la bonne information aux législateurs eux-mêmes, parce que c'est le corps législatif qui ensuite dépose les lois et les adopte. Donc, ils doivent comprendre ce dont on parle. La contrepartie de ça, c'est l'autoréglementation. Dans le domaine technologique, il y a une forte volonté depuis toujours à s'autoréguler. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins contraignant. C'est beaucoup plus simple. Dans le domaine de l'aviation, il y a même une délégation d'autorité qui se fait entre les autorités réglementaires et les compagnies elles-mêmes. Ce n'est pas le cas dans le domaine de la technologie comme de l'intelligence artificielle, mais je peux vous donner 2 exemples. Oui. Dans le cadre... Pour éviter les dérapages, là, entre guillemets, les plus grandes entreprises technologiques américaines se sont entendues pour faire ce qu'on appelle un code de conduite volontaire en 2023. Question de mettre les bonnes barrières là, au dérapage potentiel.
Sauf que ce code de conduite est volontaire et ne les contraint à rien. Ils peuvent décider de ne plus l'appliquer. D'ailleurs, ils ne vont pas nous le dire s'ils décident de ne plus l'appliquer. Et vendredi dernier, à Munich, là, lors de la rencontre sur la sécurité internationale, les quelques plus grandes entreprises américaines de déploiement d'intelligence artificielle ont signé un accord sur la triche dans le cadre des élections de 2024. Donc, avec 8 points, encore une fois, un accord volontaire, là, où ils s'entendent pour mutualiser leurs pratiques, pour comprendre lorsqu'il allait avoir, par exemple, sur les réseaux sociaux, là, des images générées par l'intelligence artificielle ou des applications faites pour contrer la volonté d'un individu, d'une personne à voter librement. Mais encore là, c'est des actions volontaires, ce pas des actions qui sont punitives. Wow. On a un petit défi, là. Oui, en effet. Je comprends, en tout cas, qu'entre les États et Meta, c'est les Meta qui ont l'avantage. Et puis encore, on ne peut pas vraiment s'y fier. Puis on pense à tous ceux qui ont des velléités pas très honnêtes face à l'intelligence artificielle, qui échappent complètement à toute réglementation et qui échapperont toujours à toute réglementation. C'est assez fréquent, ce que vous racontez tous les trois. Oui, mais quand même... Il faut dire, là, je n'ai pas de félicitations à vous faire. Mais il faut quand même noter que... J'avoue qu'on n'est pas dans un scénario emballant. Non. Mais c'est pas arrivé souvent dans l'histoire là, du déploiement technologique que les entreprises elles-mêmes reconnaissent les risques des technologies qui sont déployées et décident d'émettre des actions, d'effectuer des actions assez conséquentes quand même. Donc, malgré le fait que ce soit volontaire, ce code de conduite, ces accords, il y a quand même un désir annoncé de la part des entreprises de mettre des ressources, de travailler avec les gouvernements. C'est beaucoup mieux que rien. Là. On est loin de l'époque du déploiement, par exemple, de Facebook, où c'était le laisser-aller complet. On n'est pas dans le laisser-aller. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle OpenAI avait refusé, pour la première fois, d'arrêter de déployer sa technologie en sciences ouvertes. Il disait, parce qu'on ne veut pas que ça que ça arrive dans les mains finalement, des mains malveillantes. Ouais. Donc, ils sont conscients des risques de leur technologie. Alors, là, c'est au tour des gouvernements de prendre le pas. Ouais, mais les gouvernements, en tout cas en matière de contrôle migratoire, ils savent ce qu'ils font. Ça, il faut qu'on s'entende là-dessus. Donc, je peux donner l'exemple d'un logiciel 5 millions d'euros, ItFlows, utilisé pour anticiper les flux migratoires. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise c'est complexe, mais on sait que même si je ne suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle, parce que j'ai M. Aviation à ma droite, M. Politique intelligence artificielle à ma gauche, ce qui est clair, c'est que les entreprises ont la même mise sur l'intelligence artificielle. Et les États concluent des accords en toute souveraineté, confient la gestion de ces données-là à ces entreprises. Donc, il faut qu'on s'entende là-dessus. Maintenant, le fait que les États décident de légiférer là-dessus, comme l'initiative qu'on a présentement au niveau de l'Union européenne, parce qu'on se rend compte que ça va au-delà de la mobilité. Ça nous touche personnellement. On parle de téléphones portables, nos ordinateurs, nos voitures. Pratiquement, tout est devenu intelligent, comme si l'humain était plus intelligent. Après ça, on pourra en discuter, peut-être dans un autre cadre. Mais les États, à mon avis, comprennent les enjeux. Donc là, je pense qu'on va y avoir un consensus. Maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens? Et c'est là où c'est important aussi de faire ressortir les inégalités. S'il y a des États qui sont capables, quels sont les États? Et on parle de 190 États dans le monde. Là, qui va être capable? Même les frontières portiques, il y en a qui ont essayé de le développer, comme en Afrique du Sud. Au final, c'était réservé juste pour les populations locales parce qu'on n'était pas en mesure d'aller de l'avant avec ces différents projets qui impliquent énormément, mais énormément d'argent. Donc, je pense que c'est très bien de dire que les entreprises multinationales se font... Mais l'éthique et morning, là, business, j'ai des doutes comme chercheur que les entreprises décident vraiment de s'autoréguler dans le but
de respecter les droits, de respecter les valeurs, les principes qui nous gouvernent. Ça a été testé pendant plusieurs années avec les entreprises multinationales. Il a fallu que les États-Unis et le Canada essaient de réguler dans les contrats qui sont faits dans les pays tiers. On a vu avec les incidents qui ont eu lieu, etc. Écoutez, c'est compliqué. J'ai des doutes. Je ne veux pas vous rendre encore beaucoup plus triste, mais j'ai des réserves. C'est pas de la tristesse, c'est de l'inquiétude pure. Mais c'est vraiment très intéressant. Par ailleurs, Ludovic qui parle de cette perte de contrôle potentielle de l'intelligence artificielle, vous parlez de la recrudescence des inégalités. Mehran, selon vous, c'est quoi le plus grand risque pour l'humanité? C'est cette recrudescence des inégalités entre ceux qui vont utiliser l'intelligence artificielle et ceux qui ne l'utiliseront pas, ou carrément la perte de contrôle de l'intelligence artificielle? Encore là, je pense que Ludovic l'a très bien mentionné, c'est-à-dire à partir du moment où cette technique avec une puissance extraordinaire qu'on n'a jamais connue, qui est associée, il faut le dire quand même, je pense que c'est important de le dire, le discours autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il faut quand même faire la part des choses. Il y a un peu de mythe et un peu de réalité, mais beaucoup de mythes aussi. Il y a un discours extrêmement valorisant la promotion de l'intelligence artificielle. Moi, je donne un cours qui s'appelle l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises, et je vois quand, par exemple, avec même les gestionnaires des PME, ils pensent que c'est vraiment la baguette magique, c'est l'intelligence artificielle. Ils pensent que, j'étais il n'y a pas longtemps avec un dirigeant d'un PME qui avait une quinzaine d'employés, il me dit, moi je veux un ChatGPT maison. Alors quand je lui explique ce que ça prend comme capacité de calcul, quantité de données, accessibilité des données, et tout ça. Donc, je pensais que c'est plus simple que ça. Alors, vous voyez, donc, ça, c'est parce quelque part, on est séduit par ce discours, et ça, c'est de la force, je dirais, de capitaliste de façon, depuis toujours, de justifier, de le rendre extrêmement... Alors, quand, comme Ludovic le disait, quand il y a 10 compagnies qui contrôlent tout, et quand je dis tout, c'est vraiment cette force de capacité de calcul et tout ça, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là, la démocratie? Qu'est-ce que ça veut dire, que ça soit... Donc, cette représentation, tout, ça veut dire quoi, tout ça? C'est-à-dire qu'on, quelque part, on est en train de perdre cette logique-là. Moi, donc, je me demande aujourd'hui s'il n'y a pas quelque chose, une rupture avec ce capitalisme-là. Je pense qu'il y en a. Il y a des choses en perspective qui sont aujourd'hui, qui peuvent être une sorte d'alternative à cette espèce d'invasion, je dirais, tout azimut de capitalisme numérique. Mais si on voit comme ça, la démocratie fout le camp, comme on dit vulgairement, et je ne vois pas en quoi, en absence de la démocratie, on pourrait faire quelque chose dans le sens de l'intérêt commun. Donc... si je vous entends bien, on n'est pas à une évolution normale, accélérée de l'histoire humaine. On est vraiment à un point de rupture étonnant, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. C'est la force de frappe, à la fois l'argent et le pouvoir, et de façon très étendue à travers le monde. Et d'une manière, bon, les Chinois, on ne le dit pas beaucoup, mais enfin, ils sont quand même très avancés en intelligence artificielle, il faut le dire. Les Russes le sont. Alors, nous qui sommes dans le camp opposé, nous le sommes aussi. Donc, toutes ces forces qui sont en train de prendre forme, ces clans qui sont devenus aussi polarisés, ça prend comme si on était dans une espèce de poudrière et ça prenait une étincelle et pour que tout ça explose. Et regardez comment ça se passe aujourd'hui, comment toute la disposition, par exemple, comment les Chinois ils annoncent... Hier, il y avait le salon de l'aviation de Singapour et les Chinois ont présenté un avion, mais d'une capacité extraordinaire. Mais alors, en plus, ils friment, ils pètent les bretelles devant tout le monde. Cet avion-là est doté d'un système d'intelligence artificielle beaucoup plus élaboré que vous avez dans vos avions. Vous voyez, donc, et en plus... Moi, quand j'entends ça, et de l'autre côté, il y a une semaine ou 10 jours, quand les Chinois prennent très directement position en faveur de la Russie dans la guerre, par exemple, dans l'invasion de l'Ukraine,
ça nous emmène sur des territoires quand même inquiétants. Je suis tout à fait d'accord sur le volet inquiétant. Un élément qui, je pense, peut nous sécuriser d'une certaine manière, c'est le grand intérêt de nombreux États de se soucier de ces questions-là, puis même de convier les experts internationaux pour trouver des solutions. Puis il n'y a pas eu beaucoup de moments dans l'histoire où, dès qu'une menace s'est fait sentir, les gouvernements, un certain nombre de gouvernements se sont empreints de la question, pensant au gouvernement anglais là, qui a déployé le AI Safety Summit en novembre dernier. Et là, il y avait une trentaine d'États, dont la Chine, qui était là, qui avaient tout aussi intérêt à s'assurer de comprendre de quoi on parle en matière de perte de contrôle potentielle. Ils ont mandaté le professeur Bengio pour faire ce que je vous disais tout à l'heure, le premier rapport sur l'état de la science. Mais alors, il y a une concertation internationale à cet effet-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un potentiel de perte de contrôle, mais il y a aussi une volonté très claire de la part de beaucoup d'entités gouvernementales, surtout occidentales, mais pas que occidentales. Alors, il faut aussi s'assurer que l'ensemble de la communauté internationale, qu'il y ait de la concertation ensuite. Une fois que ces rapports-là vont être déployés, une fois qu'on va comprendre où sont les risques, où sont les angles morts, qu'il puisse y avoir des actions concrètes. Mais ça a pris... C'est une technologie qui... Je pense que la vitesse avec laquelle la technologie a évolué nous a tous pris par surprise, a pris les pays par surprise, a pris les chercheurs par surprise. Mais la vitesse de réponse a été aussi intéressante. Mais je veux aussi lever mon chapeau à mon collègue Yoshua Bengio d'avoir mis à l'agenda mondial la question des risques. Je me rappelle parce que j'étais avec lui dans son bureau, puis on s'est dit, il faut faire quelque chose. Il avait signé une lettre ouverte avec Elon Musk en mars 2023. Oui. Et plus de 1000 autres chercheurs, mais le premier signataire de cette lettre-là, c'était Yoshua Bengio. Le quatrième, c'était Elon Musk. Il y avait Yuval Harari aussi dans les 4-5 premiers. Et à partir de là, on a fait une opération de presse mondiale à partir de Montréal, à partir d'ici, pour mettre à l'agenda de tous les gouvernements de la planète les risques potentiels de la technologie, et ça a fonctionné. Donc, il faut quand même se féliciter d'être capable d'avoir mis à l'agenda ces enjeux-là et d'être à l'avant-garde pour ça. Ensuite, on est tout début du travail, mais on est loin de ne pas être en contrôle. Par rapport à d'autres sujets, on est bien en avance, par exemple, que ce qu'on l'a été dans la lutte au changement climatique. Je vais juste apporter un débat par rapport à ça, tout en étant tout à fait d'accord avec vous. Bon, vous me dites, monsieur aviation, mais mon autre chapeau, je dirige un centre en cybersécurité ici. Et je travaille beaucoup dans la cybersécurité, dans l'aviation. On signe, la Chine nous vient de signer ces accords-là, et par la porte arrière, on s'attaque des cyberattaques tout le temps. Tout à fait. Autrement dit, et ces cyberattaques deviennent de plus en plus efficaces, de plus en plus importantes. Je vais vous donner juste un exemple pour savoir à quel point. Une compagnie comme Air Canada est attaquée à peu près 1500 à 2000 attaques par jour. Alors, d'accord, vous voyez un peu, je parle d'une compagnie qui n'a pas une place stratégique, mais enfin, juste pour vous dire un peu l'ampleur de la chose. Donc, ces gens-là s'attaquent. C'est-à-dire la Chine vient signer un accord, mais de l'autre côté, on attaque. Les Russes attaquent. Il y a quelques semaines, dans 2 régions du monde, il s'est passé un phénomène assez étrange qu'on appelle spoofing en aviation. C'est qu'on pensait jusqu'à aujourd'hui que les systèmes de navigation des avions étaient hors de l'accès des hackers, comme on dit. Plusieurs avions, notamment des Boeing, sur la région du Moyen-Orient, donc au-dessus du Golfe Persique et au-dessus de l'Iran, mais au-dessus d'Israël, les pilotes au-dessus à 10 000 mètres voient leur écran noir complet. Ça n'était jamais arrivé. Ça n'était jamais arrivé. C'est-à-dire que les pilotes perdent tout contrôle de leur système de navigation. Ils savent même pas où ils sont. Alors, à l'ancienne, ils appellent un tour de contrôle quelque part, guidez-nous vers quelque chose pour sortir de ça. Alors, vous voyez, plusieurs de ces pays-là qui font ce genre de spoofing, comme on dit, sont signataires de ces accords-là. Alors, vous voyez, donc, encore une fois, ces réglementations, ça, je suis tout à fait d'accord pour ça. Mais je suis en train de dire, comme en droit, c'est-à-dire que les gens doivent respecter ces règles-là. Quand vous avez des États voyous, quand vous avez des États qui ont des intérêts particuliers, quand des États qui sont ou parfois même des intérêts stratégiques particuliers,
Par exemple, l'Israël brouille totalement donc les systèmes de navigation des avions, pour les avions qui passent au-dessus de son territoire pour des questions de sécurité. C'est légitime peut-être, mais n'empêche qu'il y a la vie de 200-300 personnes dans l'avion qui, à ce moment-là, pourrait être... Alors, donc, l'intelligence artificielle a énormément contribué à l'efficacité de ces cyberattaques-là. Donc, ça multiplié, je ne sais pas par combien, donc l'efficacité de ces cyberattaques-là. Mais ces cyberattaques, c'est notre Air Canada, c'est notre téléphone, c'est notre, je ne sais pas, le site du gouvernement, ou parfois même des choses stratégiques, tout ça. Donc, ne croisons pas les bras en disant on met tous nos efforts dans la réglementation. Encore là, j'insiste qu'il faut le faire. Mais ces réglementations-là fonctionnent que si les gens le respectent, les gens le font, et ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut avoir un regard plus, je dirais, plus complet peut-être là-dessus, ne pas être naïf. Ouais, il faut être réaliste, vous avez raison. Et réaliste, voilà, merci, c'est le mot, merci. Ouais, et dans les affaires courantes, là, les tensions existantes, vous le disiez tout à l'heure, la technique de l'intelligence artificielle va être utilisée pour continuer les affaires courantes. Les tensions géopolitiques vont continuer, l'IA va être utilisée pour exacerber ces tensions-là à d'autres fins. Mais après ça, pour les questions qui sont fondamentales pour l'humanité, là, ça prend de la coopération internationale et je pense que c'est là que les États vont quand même dire, OK, on est capable de cloner des humains présentement, on a décidé de ne pas le faire. Oui, non, mais clairement. Mais l'autre enjeu, je pense, on parle beaucoup de la volonté des États. Qu'est-ce que les États veulent faire? On réglemente et ensuite, on ne les met pas en œuvre ou même on agit différemment avec des pratiques, etc. Si on a des attaques d'Air Canada, qu'est-ce qu'on va aller chercher chez Air Canada? Ce sont des données des passagers, qu'on le veuille ou pas. Et toutes nos données, parce qu'on voyage avec Air Canada principalement. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle, à mon avis, c'est très bien que les États réagissent, parce qu'ils étaient d'abord dans la réaction. Maintenant, ils sont dans l'action, donc on est dans la réglementation. Ça commence, c'est très, comme je le disais, la loi sur l'intelligence artificielle au niveau de l'Union européenne progresse. On verra cette année. En tout cas, c'est passé par le Parlement, etc., tout le processus. Mais c'est encore marginal. On parle de 28 États, là. Oui. Au niveau de l'Union européenne. Est-ce qu'on est... je vais d'une question, avant de passer aux questions du public, une espèce de question vraiment très générale. Est-ce qu'on est en train d'assister, avec l'impact de l'intelligence artificielle, puis toutes ces intentions malveillantes qu'on voit même en dehors des États ou chez des États voyous, est-ce qu'on est en train d'assister à une reconfiguration géopolitique, ou j'allais dire algorithmo-politique du monde? Ou numérique, oui. Tout à fait, vous avez ça. Exactement. Moi, j'en ai bien peur. Puis l'impact sur les droits, on le sait. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les États se sont assis, se sont dit, plus jamais. Il faut qu'on mette en place un certain nombre d'instruments en vue d'universaliser les droits fondamentaux. Droit à la vie, droit au respect, etc., garantie, etc., les violations des droits de la personne, combattu, le travail forcé, etc. Après, on se rend en 2020-2024. Là, on assiste vraiment à une situation mais extrêmement grave. Là. On n'est pas protégé du tout, mais pas du tout. On ne maîtrise même plus nos propres données. L'exploitation, le stockage, ça va où? C'est qui le gère? Comment ça arrive? Donc, c'est sûr que du point de vue géopolitique, du point de vue de la gouvernance même de toutes nos actions, l'intelligence artificielle est en train, en tout cas, si je parle d'intelligence artificielle, je fais référence aux entreprises qui gèrent, qui gardent, qui ont la main mise sur l'intelligence artificielle. Parce que les autres les utilisent, mais c'est qui a accès, comme disait Ludovic tout à l'heure? C'est compliqué. Et j'avoue que je ne veux pas être pessimiste, comme je veux dire, moi, dans mon domaine, on regarde les choses évoluer, puis on s'inquiète parce que déjà, on était dans une situation assez particulière. Là, ça vient d'être renforcé. Vraiment, quand on parle de protection des droits de la personne. Oui. On en est où? Comment on va voir ça? Nous autres aussi, au niveau du Québec, avec la Charte québécoise, avec la Charte canadienne des droits et des libertés, qui est une charte constitutionnelle. Vous voyez, comment le Canada va réagir? Puis ça va être un travail, à mon avis, long terme, avec un regard assez holistique pour pouvoir peut-être appréhender le phénomène et essayer de trouver des solutions. C'est un élément dont on ne parle jamais, c'est qu'aujourd'hui, un des éléments qui contribue beaucoup à l'accélération en ce qui concerne la détérioration dans le domaine du changement climatique, c'est l'intelligence artificielle.
Alors, tout ça, on dit, bah oui, l'intelligence artificielle, on va trouver la solution magique. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle est très, très matérielle dans la détérioration des changements climatiques en termes de terres rares. Aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres, beaucoup d'éléments qui sont pour pouvoir justement accéder à ces terres rares. Beaucoup donc tous ces centres quand on parle de ces capacités de calcul, vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'énergie que ça prend. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité de détérioration des gaz à effet de serre que ça crée. Aujourd'hui, l'univers de numérique produit 4 fois plus de gaz à effet de serre que le secteur de l'aviation. Il fallait quand même jouer la place l'an dernier. Donc, c'est quand même quelque chose. Il faut d'un côté, on crée partout des changements climatiques. Bon, il ne faut pas prendre l'avion, il ne faut pas faire ceci, cela. Mais tout d'un coup, il n'est pas question, on oublie à quel point, quand on envoie la petite photo de notre petit chat sur le balcon à un ami, on ne sait pas à quel point c'est en train de consommer. Et puis ça aussi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir l'intégrer dans notre réflexion parce que c'est franchement nocif. Oui, puis c'est vrai qu'il y a l'utilisation de ces outils-là d'IA générative, notamment des photos et puis des images. Par exemple, il y a une des applications sur lesquelles il y a eu une recherche. J'oublie le nom de l'application, là, je ne veux pas mettre la compagnie sur le spot. Mais le fait de générer une photo artificiellement, c'est l'équivalent en énergie d'une charge complète de iPhone. Et on fait ça pour le fun. On fait ça des dizaines de fois par jour à une échelle mondiale. Donc, pensons à ça aussi quand on parle d'utilisation de l'énergie. Ensuite, il y a, pour rebondir ce que vous disiez tous les deux, puis pour répondre à la question, c'est sûr que c'est pas arrivé souvent dans l'histoire qu'il y ait autant de pouvoir concentré autour d'aussi peu de joueurs privés. Dans un seul pays, ou peut-être deux, là, il y a quelques entreprises en France là, qui sont importantes. Mais les États-Unis, les gens de la Silicon Valley détiennent beaucoup de pouvoir sur la suite des choses. Et le truc, c'est qu'on ne connaît pas la suite des choses. Il n'y a personne qui est capable d'anticiper ça va être quoi. Alors, c'est préoccupant. En termes de changement là, de la géopolitique, il faut voir que ces entreprises-là vont avoir beaucoup plus de pouvoir que dans le passé, en ont déjà énormément, et ça risque de continuer de s'accélérer. Donc, ces changements-là sont en cours présentement, donc on ne peut pas anticiper ce qui va se passer. On peut constater que ça a lieu, mais on est dans un monde nouveau. Depuis l'année dernière, depuis il y a 2 ans, on est vraiment dans une nouvelle dynamique géopolitique mondiale, et l'intelligence artificielle, les données, les centres de données, la technologie, c'est au cœur de ça, puis ça va continuer de s'accélérer. Société, il y a quand même des alternatives. Il ne faut pas que ça sauve, pas penser qu'il n'y a pas de... tout est perdu, qu'il n'y a pas... Il y a des solutions qui existent, même des solutions technologiques qui existent. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Oui, mais il y a une option, c'est-à-dire il y a des choses assez concrètes qui peuvent être une alternative donc, à ce que nous vivons aujourd'hui, à la hégémonie des GAFAM et tout ça. Là. Donc, il y a des options par rapport à ça. On va y revenir en conclusion. Je pense que ça pourrait faire une conclusion un peu rassurante, en tout cas, qui me ferait mieux dormir ce soir. Mais je pense qu'il y a des questions dans la salle. Oui, voulez-vous vous rendre au micro? On va peut-être mieux vous entendre, s'il vous plaît. Oui, moi j'avais une question. En fait, à chaque fois qu'on parle du monde occidental, on parle des entreprises versus le gouvernement qui n'a pas un impact, qui ne peut pas avoir autant d'informations que les entreprises privées. Et après, on parle la Chine et la Russie. Donc, du coup, de ce que je comprends, la Chine et la Russie, les gouvernements, les États ont un contrôle des données, ont un contrôle des entreprises, finalement, qui travaillent au sein de leur nation. Donc, comment expliquer? Est-ce qu'il y a un moyen, finalement, justement, comme vous vouliez parler en conclusion, d'avoir un pouvoir sur ces entreprises-là sans pour autant partager la même idéologie politique que la Russie et la Chine? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Ce que je veux dire, oui, la Chine, c'est vrai que... mais nos États aussi, ils ont tous nos données. Hein. Il ne faut pas croire que... Vous savez, l'État qui a le plus, en termes d'intelligence artificielle, et des données extrêmement poussées sur les individus dans le monde, c'est la Suisse.
Il n'y a aucun État, ni la Chine, ni la Russie, qui ont été aussi loin dans le j'allais dire, profilage, donc de collecte de données sur les individus. Nos États aussi, aux États-Unis, ici, tout ça, et ça l'est. Alors donc, bon, ça nous fait plaisir de dire que nous, c'est correct, on utilise, non, mais eux, ils sont les méchants. Mais quand même, c'est-à-dire, parfois, nous aussi, on a des petites tendances méchantes par rapport à ça. Mais oui, mais juste aussi expliquer que, comme on dit très facilement, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc, c'est une question d'intérêt. Donc, on peut aussi... et on aimerait être quelque part en Chine puis écouter peut-être une conférence sur l'intelligence artificielle faite par des Chinois. Qu'est-ce qu'ils vont se dire sur nous autres? Vous voyez, c'est une question de perception. Cela dépend de l'endroit où l'on se trouve et de la perspective, comment on projette la chose. Mais c'est clair que si on n'a pas une volonté politique internationale, comme Ludovic disait, les États se réunissent parce qu'ils savent qu'il y a une perte de la souveraineté quelque part s'ils ne font absolument rien. Donc, ils sont obligés de s'accorder au moins sur l'essentiel, c'est-à-dire éviter la perte totale de leur pouvoir et de laisser les entreprises gérer ça, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Donc, au moins là-dessus, ils entendent, puis après, on verra maintenant comment chaque État va défendre ses propres intérêts. C'est là où la Russie va y aller de son côté, je pense, la Chine, etc., etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question, peut-être je laisserai Ludovic compléter. Oui, je dirais aussi que l'essentiel, c'est sur quoi les États qui se sont réunis à Bletchley Park se sont entendus, c'est la nécessité d'éviter la perte de contrôle, surtout. Il y a des options selon lesquelles les systèmes d'intelligence artificielle, à la fois, perdent le contrôle ou que les humains perdent le contrôle et que ces systèmes-là deviennent autonomes et qui développent une volonté propre. Et ça, c'est le scénario cauchemardesque de l'humanité. Et c'est sur quoi il faut travailler pour encadrer les systèmes, pour qu'ils développent. Et le professeur Benjo le disait, là, puis quand vous aurez accès à la version plus longue de l'entretien, vous allez bien le comprendre. La question de l'alignement de valeurs entre les humains et la machine va être essentielle dans l'avenir. Parce que c'est sûr qu'on se dirige, cette course-là dans laquelle on est, va nous amener dans un scénario où ces chatbots, ChatGPT, Gemini vont être de plus en plus puissants et on est dans la course vers ce qu'on appelle les intelligences artificielles générales. Donc, où on ne peut plus déjà distinguer là, la différence entre un humain et puis une machine quand on parle à l'écran. Donc ça, c'est le test de Turing. La prochaine étape, c'est des machines qui sont plus intelligentes que les humains. C'est pas impossible qu'on se rende là. Ensuite... On y est presque. Ouais. Mais ensuite, qu'est-ce que la machine veut faire elle-même? Est-ce qu'elle a des objectifs? Si elle n'a pas d'objectifs comme tel, il n'y a pas d'enjeu. Pas de souci. Si elle fait ses petites choses là, dans sa boîte fermée, il n'y a pas d'enjeu. Mais si après ça, elle développe un objectif, par exemple l'objectif de prendre le contrôle, là, on a un enjeu. Je vais quand même préciser par rapport à ça, c'est que ce n'est pas la machine qui va devenir plus intelligente, c'est ces concepteurs qui vont en faire en sorte qu'elle va agir de telle manière-là. Et c'est ces concepteurs-là qu'il faut soumettre à une logique démocratique. Voilà. La machine ne progresse pas toute seule, la machine ne se fait pas, la machine c'est une technique. Et celui qui la conçoit met une idéologie, une idée derrière. Il y a des techniques d'apprentissage automatique aussi. Oui, non, mais je suis d'accord, mais encore là, même, on ne va pas, peut-être le débat au niveau de l'apprentissage profond, mais encore là, on est encore loin. Oui, on est très loin. De l'idée de dire que la machine va se concevoir. Ouais. Et donc, c'est toujours des humains qui les conçoivent et ces humains-là ont des idées, des objectifs, des finalités, des intérêts. Alors, c'est ces intérêts-là qu'il faut ramener dans le sens du bien collectif, du bien commun. Moi, le fait qu'une intelligence artificielle aide un radiologue de préciser son diagnostic, mais le jugement devient un radiologue, ça ne pose aucun problème. Voilà. Le jour où on dit pour des questions d'économie, on va éliminer radiologue, on va mettre donc l'intelligence artificielle faire le diagnostic, et que dans 95% des cas, c'est bien, c'est parfait. Mais les 15-5%, on fait quoi? Il y a un hôpital londonien,
avait décidé de dire qu'on va... C'est l'intelligence artificielle qui va décider à un moment donné à partir de quel moment on arrête les soins à un patient. On fait une analyse coût-bénéfice en disant à partir de là, ben, ça ne vaut pas le coup à partir de 3 mois ou 6 mois, étant donné que le coût de traitement s'étend. Ben, c'est la machine qui va décider. Et puis comme c'est la machine qui décide, ben, nous les êtres humains, ben, c'est pas mon problème, je n'ai pas à me salir les mains. Cette machine ne s'est pas inventée, ne s'est pas faite. C'est qu'il y a un gestionnaire d'un hôpital qui avait cette idéologie-là en tête, qui a décidé que j'ai besoin de ça. Je n'ai pas de sens d'éthique et je n'ai pas de courage non plus. Je vais attribuer ça à une machine et je vais commander à quelqu'un, ceux qui sont très nombreux à Silicon Valley, fais une machine pour moi qui fait sa job pour moi. Et ils l'ont fait. Et ils le font, puisque c'est l'argent qui le mène. Alors, c'est cette question-là qu'il faut briser et qu'il faut le ramener dans le domaine public, dans le domaine de débat et de humaniser finalement cette intelligence artificielle. On va passer à une prochaine question. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est fort intéressant. Il y a plusieurs concepts qui ont été abordés, qui ne sont pas tous les mêmes. L'application et le développement. J'avais quelques questions, mais celle de la puissance des calculs que vous avez mentionné au début. Et il y avait aussi la question que Marie-France Bazot a posée. Qu'est-ce qui va faire à l'avenir qu'on aura peut-être 2 camps dans le monde? Ceux qui ont accès à l'intelligence artificielle, mais surtout qui peuvent la développer, et ceux qui ne l'ont pas. Est-ce que la question des ressources énergétiques, je vais laisser de côté la question des changements climatiques, mais l'accès à des ressources énergétiques sera en fait un facteur déterminant en allant de l'avant? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que M. Aviation vient de dire. Déjà, dans la définition du Parlement européen de l'intelligence artificielle, ça désigne la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Alors, Generative AI, c'est là où on perd le contrôle. Mais est-ce qu'une façon de contrôler, c'est précisément l'accès aux ressources qui permet la puissance des calculs? Ouais. Ça, c'est une chose. Ensuite, je voudrais juste une autre idée. On éduque les gens, on est tous à l'école, on retourne étant adulte, on fait de la formation continue. Éventuellement, avec les systèmes d'intelligence artificielle, on pourra faire aussi, j'espère, une éducation, une rééducation. C'est peut-être une charte signée par des systèmes d'intelligence artificielle, au même type que des États, qui donneront, dans le domaine, disons, de la coopération internationale, une façon également de mettre des balises. Et comme je ne peux pas... Vous parlez d'aviation, moi, je vais parler de Russie. La nouvelle d'il y a quelques jours qui a agité beaucoup le monde de la sécurité, c'est le développement des... on va appeler ça un outil, une arme nucléaire dans l'espace. Et ça, c'est le mariage de l'intelligence artificielle et les armements dans un contexte géostratégique difficile. Et encore une fois, il existe une solution pour traiter ces choses-là. C'est la coopération internationale, la discussion qui a lieu d'ailleurs sur le contrôle des armements. Et on peut, pour ne pas désespérer complètement, se rappeler qu'il y a eu quand même le développement des accords nucléaires, l'utilisation pacifique de la ressource nucléaire après le désastre de 1945. Merci. Oui, merci beaucoup. Vous nous ouvrez vers un autre pan de conversation. On pourrait faire une autre conférence simplement sur ce sujet-là. Exactement. François. Bon, par rapport au calcul, puis par rapport au coût, c'est sûr que puisque ce sont des entités privées qui développent la technologie, c'est difficile de leur refuser l'accès au calcul. Ils le développent eux-mêmes. Donc, c'est ça un peu la dynamique dans laquelle on est. C'est des entreprises privées qui ont plus d'argent que les États eux-mêmes et donc qui peuvent décider un peu partout sur la planète, même en asservissant certains gouvernements, de multiplier les ressources de calcul et de demander en retour de potentiels investissements économiques, là, des ressources énergétiques. Donc, je pense que collectivement, il ne faut pas qu'on se mette la tête dans le sable. On est dans une course. On va doubler, tripler, quadrupler notre demande énergétique dans les prochaines décennies. Le Québec va le faire, a annoncé qu'il le ferait. On va doubler la taille d'Hydro-Québec dans les 25 prochaines années. Pourquoi? Parce que les technologies demandent plus d'énergie qu'avant, notamment l'intelligence artificielle.
mais ça va être le cas un peu partout sur la planète. Ensuite, sur la division entre le Sud et le Nord, ça, c'est une globale, là. C'est une grosse question. Énorme question. Je dirais que une chose, on a un enjeu de pédagogie. Les entreprises, les pays occidentaux, le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, ont attiré énormément de talents. Les chercheurs les plus brillants en matière d'intelligence artificielle, il y en a juste au Québec, à Mila notamment, il y a 70% des étudiants internationaux. Il y a 70% des étudiants de Mila sur nos 1300 chercheurs qui proviennent de l'international, 15% qui proviennent d'Iran, 12% qui proviennent d'Inde. Donc, il y a beaucoup de pays, puis il y a un gros défi en Afrique où il n'y a pas suffisamment de formation, puis il n'y a pas suffisamment d'État, il n'y a pas suffisamment d'instituts de haut niveau, donc les meilleurs talents s'en vont. Ouais. Il faut que ça revienne. Donc, on a un enjeu, là, beaucoup de pays ne revoient pas le talent qu'ils voient partir. Et ça crée des enjeux qui sont réels depuis des décennies dans d'autres domaines aussi, le domaine des infrastructures notamment. Oui, c'est la fuite des cerveaux, oui. Moi, je pense que dans le domaine de la conscientisation, nous, au Québec, on pourrait jouer un rôle important. D'abord parce que je pense qu'un des personnages le plus importants en ce qui concerne scientifiquement, mais aussi sur le plan social. C'est peut-être une des têtes les plus brillantes au monde. C'est chez nous, hein, Joshua Bengio. Donc, et cette personne a la capacité de mobiliser de façon extraordinaire, d'ailleurs, comme il l'a déjà fait. Je pense qu'on peut jouer, c'est d'ailleurs dans la tradition québécoise, si on retourne un peu dans l'histoire du Québec, d'essayer de ramener donc, la finalité de l'intelligence artificielle pour le bien collectif. C'est pas pour rien que les grands projets au Québec ont été toujours des projets collectifs, hein, que ce soit la Caisse de dépôt, que ce soit l'Hydro-Québec, des choses comme ça, mais on peut aussi apporter ce débat-là, et je pense que Joshua Bengio et quelques personnes autour de lui sont cette capacité-là de ramener ce débat-là et de le renforcer. À partir de là, les problèmes ne sont pas réglés. Ce n'est pas parce qu'on consomme moins d'énergie, ce n'est pas pour ça qu'on fera... On est en train de bousiller la planète. Et avec la puissance importante, le progrès de l'intelligence artificielle et tout le secteur numérique, parce qu'il n'y a pas que l'intelligence artificielle, donc on est en train d'accélérer cette situation-là. C'est là où il faut réfléchir, et je pense encore une fois que le Québec peut jouer un rôle, et des gens comme Benjo avec la Convention de Montréal et tout ça, de dire peut-être qu'il est temps de penser à autre chose, à un autre système, qui n'est pas ce système capitaliste, je ne parle pas de socialisme ou communisme, ce n'est pas ça, au contraire, mais peut-être qu'il est temps de dire que cette manière de toujours penser à la croissance, toujours de penser de consommation, puisque l'intelligence artificielle aujourd'hui est devenue l'outil par excellence d'accélérer la consommation d'une manière absolument ahurissante. Donc peut-être que ce serait ça, et je pense que nous, ici, on pourrait être au Québec un bon porteur de drapeau dans ce sens-là. On va passer à une dernière question. Oui, Nicolas Trudel, je suis responsable de l'expérience client au Congrès Première Ligne en santé. En fait, déjà, je voudrais vous remercier pour la très belle discussion que vous nous avez fait offert. Vraiment, je trouve que c'est très important pour conscientiser le public en général aux risques et aux enjeux de l'AI. En fait, on parle depuis le début de la discussion des régulations qu'il faut imposer justement dans le contexte de l'AI. Est-ce que vous pourriez partager avec nous peut-être des idées par rapport aux régulations qui pourraient être mises en place? Puis aussi en lien justement avec les enjeux de la Russie et de la Chine qui des fois ne vont pas respecter les engagements. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau-là? Peut-être très rapidement, la semaine dernière, à Mila, il y avait, comme je vous disais, les représentants des plus hautes organisations internationales. Puis une chose qui est claire pour tout le monde, c'est que la base normative sur laquelle on doit s'appuyer pour la réglementation, c'est les droits humains et aussi, c'est les risques potentiels. Puis la beauté, c'est que la majorité des réglementations présentement à l'étude sur la planète sont basées sur les risques potentiels. Ensuite, un des défis législatifs, réglementaires, c'est que l'esprit de la loi qui est adoptée soit ferme, mais que la manière d'y arriver
puisse être modulable parce que la technologie va évoluer. Donc, il ne faut pas à chaque fois qu'une technologie évolue qu'on s'attende à relégiférer un processus qui peut prendre 4, 5, 6 ans. Il faut qu'une fois qu'une réglementation est en place, qu'elle puisse être flexible. Donc, mais la base sur laquelle les organisations internationales s'entendent, c'est les déclarations sur les droits humains. Oui, mais de quels droits humains parle-t-on? Ouais. Si c'est questionné, quels droits humains? Les droits universels, c'est quoi un droit universel? Et ça s'appliquerait à quelle population? Nord global, sud global, tout ça, ce sont des interrogations, c'est une réflexion. Et pour reprendre la question tout à l'heure, Dan, par rapport à l'utilisation, la capacité et l'énergie, qui, on le sait, le GIEC nous l'a déjà dit que si on ne fait absolument rien d'ici 2050, on va avoir 216 millions de personnes qui vont se déplacer à l'interne. C'est les régions les plus qui sont présentement identifiées comme les régions les plus à risque, ce sont les régions déjà qui font face à des conflits, des violences, à de fortes populations qui se déplacent, notamment que ce soit en Asie de l'Est, du Sud-Est, que ce soit en Afrique subsaharienne, que ce soit dans les États insulaires, etc., à cause des changements climatiques. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est dans un circuit fermé. Plus on a de l'intelligence artificielle, plus on développe les gaz à effet de serre. Ensuite, les conséquences, c'est les déplacements. Ludovic parlait tout à l'heure de la fuite des cerveaux, qui est un sujet largement, j'allais dire, étudié, analysé, que ce soit les déplacements des infirmiers, des infirmières. Donc, on peut prendre l'exemple aussi en France, quelques années, de la recherche d'une population. La politique migratoire en soi est utilitariste. On y va en fonction, on a un problème de main-d'œuvre, on augmente le nombre d'heures des étudiants internationaux qu'ils puissent travailler à temps illimité. Mais c'est ça la réalité. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de paradoxes. Et quand je parle de volonté politique, moi, j'aimerais savoir vraiment, on veut se rendre où? On est au point A, là, qu'est-ce qu'on veut si on se projette pour les 50 prochaines années? Qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme humanité? Et quand je parle d'humanité, je parle de droit de la personne. Je fais référence au droit de tout un individu. Aussi bien aux petits Chinois qui se trouvent quelque part qu'aux petits Ghanéens ou Boliviens. Vous voyez un peu. Mais est-ce que les États sont prêts à aller vers ça? Vous parlez tout à l'heure de la grande majorité de vos équipes de recherche, ce sont des étudiants internationaux. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces étudiants internationaux après leur diplomation? Vous voyez, il faut trouver un certain arrimage. Il va falloir qu'on trouve une certaine logique. Peut-être ChatGPT nous aidera à trouver la solution. Miran? Moi, je me dis que la réglementation, tout ça, c'est important parce que c'est des questions de principe, une profession de foi. Il faut s'afficher, il faut montrer. Et puis, Loïc disait à juste titre la question des droits de l'homme. Mais je ne pense pas que ce genre de réforme va pouvoir changer quelque chose. À mon avis, il faut un basculement vers autre chose. Il faut autre chose. Et je pense que là, la technologie a déjà la solution devant nous. Je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui travaillent sur la question de... Vous savez, quand on a inventé l'Internet, c'était d'une certaine manière pour essayer de pouvoir promouvoir la démocratie, pouvoir sortir du pouvoir de l'argent. Bon, bien sûr, ils ont réussi, ces grandes compagnies, de se l'accaparer. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui travaillent sur des solutions technologiques, ce qu'on aujourd'hui on appelait la cryptoéconomie, c'est-à-dire, on pense crypto-monnaie, mais ce n'est pas ça du tout. Mais on peut aller vers des systèmes et technologies cryptoéconomie où on va pouvoir désamorcer donc, tout le pouvoir concentré dans la main des banques, dans la main des marchés financiers, dans la main de ces entreprises importantes. Et là, la cryptoéconomie va justement faire une espèce de logique de distribution de pouvoir et beaucoup plus important avec une consommation de l'énergie qui est beaucoup moins importante. Si aujourd'hui les transactions peuvent se faire, imaginez un monde où on peut faire des transactions où on n'a pas besoin des banques, on n'a pas besoin des marchés financiers, on peut financer donc toute la logique de transaction, toute la logique d'acquisition des biens, tout ça, ça peut être complètement différent. Ça existe, ça. C'est-à-dire aujourd'hui avec Ethereum, on est en train d'arriver avec une logique de cryptoéconomie qui est là, accessible. Alors maintenant, c'est pas parce que c'est accessible et faisable qu'on peut le faire parce que justement, encore une fois, les méta de ce monde, ces compagnies importantes ne veulent d'abord pas que le discours soit propagé pour qu'on le connaisse d'abord, et deuxièmement, de prévoir ou d'intégrer des infrastructures nécessaires pour ça.
Mais je pense qu'il est temps, à un moment donné, de la même manière qu'il y en a des économistes qui pensent que la question de croissance en économie, on ne peut plus supporter cette logique-là. Il faut aller vers la décroissance. Je pense qu'aussi dans le domaine de l'économie et de technologie, il faut désamorcer, il faut neutraliser cette puissance, ce pouvoir extraordinaire qui est dans la main de quelques acteurs qui n'ont pour moi ni sens éthique, ni intérêt public au cœur, et d'aller vers une sorte de démocratisation dans le sens premier du terme, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle façon de penser, cette rupture avec ce système que nous avons, et d'aller vers un post-capitaliste qui est justement de propagation ou de distribution de la démocratie à très grande échelle et revenir vers une démocratie directe au lieu des démocraties représentatives qui ont peut-être fait leur temps maintenant, et démocratie directe et ces technologies de cryptoéconomie où tout ce que ça peut parfaitement permettre ça. Merci pour ces paroles révolutionnaires. Alors, merci pour votre question, merci pour vos questions, merci pour votre attention. Merci surtout à nos 3 fabuleux panélistes, Ludovic Soussis, Ndiaye Naba, excusez-moi, Ndiaye, je m'étais pratiquée, et Mehran Ebrahimi. Merci beaucoup, vous avez été vraiment généreux, fabuleux. Oui. Alors, vous le savez, le Conseil de l'innovation du Québec a publié début février un rapport sur la démarche québécoise en intelligence artificielle responsable, prêt pour l'IA, avec 12 recommandations prioritaires. J'invite maintenant Mme Anne Nguyen, qui est directrice de l'IA au Conseil de l'innovation du Québec, à prononcer quelques mots en clôture de notre événement. Bonjour à tous. Tout d'abord, je me sens sincèrement honorée d'avoir pu assister à ce panel. Et là, je me sens un peu mal parce que j'ai pris des notes sur mes notes. Donc, excusez-moi si je baragouine un petit peu. Et je me sens d'autant plus honorée là, d'avoir quelques minutes pour me déposer dans cette 4e édition des rendez-vous Gérin-Lajoie. Votre phrase qui suit votre logo, puis là, je me sens mal parce que la phrase, c'est « Le Québec de demain dans le monde ». Et là, je ne vois pas la phrase et je suis en train de me demander si j'ai fait un chat GPT de moi-même et j'ai halluciné cette phrase-là. Mais bref, cette phrase-là m'a vraiment beaucoup inspirée, surtout après les derniers mois qu'on vient juste de vivre avec l'intelligence artificielle. Il y a bientôt 1 an, mars 2023, le monde a été secoué vraiment, littéralement, puis les géants de ce monde ont demandé une pause de 6 mois dans le développement de l'IA pour prendre un pas de recul et qu'on puisse réfléchir, parce que l'IA était devenue un outil plus puissant qu'on pensait, puis on avait dépassé le moment de plaisir. On cherche toujours d'innover, déranger, mais quand on n'a plus de plaisir, il faut prendre un pas de recul, puis c'est ce qui s'est passé. De dépasser ce point-là était vraiment un moment de prise de conscience. Puis si on regarde la photo statique de ce moment-là au Québec, il y a exactement 1 an, selon l'index IA, le Québec était 7e au monde. Nous, le Québec, qui est la 2e province la plus peuplée au Canada, on se compare quand même contre le Japon, les États-Unis, puis on est capable de se situer comme 7e au monde. C'est quand même quelque chose. Puis l'index se découpe en 3 volets. Donc, il y a l'infrastructure, le volet commercial et l'innovation. Puis le dernier étant au Conseil d'innovation, vous savez à quel point c'est super important. Puis qu'est-ce qu'on fait comme nation lorsque les géants de ce monde nous demandent de faire une pause, puis on est 7e? On fait « Ah, est-ce qu'on se cache, puis on continue? » Mais non, on a été de sagesse et on a pris une pause proactive. On a réussi à réfléchir. Puis moi, j'aime à penser que cette pause-là a fait sortir le meilleur de nous au niveau scientifique, au niveau démocratique aussi, parce qu'on a rassemblé toute l'intelligence collective. Puis effectivement, le Conseil de l'innovation a reçu le mandat du gouvernement de mener une réflexion collective quant à l'encadrement de l'IA, qui s'est reflété en 12 recommandations principales, 25 recommandations complémentaires. Puis il était important pour nous, comme Conseil d'innovation, de le mettre à la couleur du Québec. Donc, c'est une réflexion puis un rapport qui est centré sur l'humain, inclusive et diversifiée, experte et transpartisane, flexible et équilibrée. Là, excusez-moi, je ris parce qu'on dirait que je nomme des pastilles de goût.
Je pense que le cocktail s'en vient aussi. Puis, en tout, il y a 15 co-responsables qui ont mené la démarche, près de 250 experts au Québec, 422 contributions publiques, 1500 participants à un forum public. Dans l'espace de quelques mois, on a réussi à dévoiler un rapport qui s'appelle effectivement « Prêt pour l'IA » il y a tout juste 2 semaines. Puis parfois, dans la vie, on est cynique, puis on est sceptique. Puis avec l'IA, je suis vraiment heureuse que cet appel à la réflexion ait été entendu. Puis après même le dépôt du rapport, puis parfois on a des rapports, puis on les dépose sur une tablette, on s'est donné comme devoir, comme nation, de ne pas laisser ce rapport-là dormir, mais plutôt de le faire vivre. Puis les gens avaient peur, justement, que comme c'est le Conseil de l'innovation qui allait le porter, qu'on allait penser beaucoup à l'économie puis pas penser à l'éthique, mais c'est un rapport extrêmement balancé qui fait quand même l'unanimité. Moi, je m'attendais à recevoir une pluie d'addenda, mais finalement, ça a été très, très bien reçu par la communauté et les gens veulent continuer à participer à cette réflexion et surtout aux actions. Durant la réflexion, on a eu des experts de tous les milieux. Donc, le milieu de l'enseignement qui a été là pour mettre l'accent sur l'évolution nécessaire du système d'éducation, de la maternelle jusqu'à la sagesse. Puis, on s'est tenu aussi loin de « Ah, les étudiants vont tricher ». On a mené cette réflexion-là pour dire « OK, comment aiguiser nos réflexes de jugement, la pensée critique, comment intégrer les notions de bienveillance dans l'éducation, puis même comment affronter le vide, parce qu'avec ChatGPT, l'IA générative, il n'y en a plus de vide. Puis on dirait qu'on oublie la façon d'être créatif. Comment aider aussi les formateurs de la société. Il y a eu le milieu culturel qui a été un représentant puis un bon gardien des droits d'auteur, de la découvrabilité des contenus québécois. Il y a eu aussi des gens hautement éco-conscients parce que l'IA, elle est extrêmement polluante. Ludovic a mentionné aussi la puissance de calcul qui est assez débalancée dans le monde en ce moment. Il y a eu le milieu du travail qui était présent, donc incluant les syndicats. Donc, c'était quand même historique avec tout ce qu'on a vécu récemment. Quand même, d'abord, le président des syndicats qui était dans la rue le matin, faire les journaux, puis en après-midi, il s'assoyait avec nous pour penser à l'encadrement de l'IA pour les travailleurs de l'État. Il y a eu tous les organismes aussi de soutien qui ont parlé de la qualité, la quantité de données, notamment chez Hydro-Québec, mais aussi de la démocratie avec l'hypersurveillance. Donc, la démocratie, cette année, il y a quand même 60 pays qui vont passer des élections. Ce sera quoi le temps de conjugaison? Puis là, j'ai changé mon mot conjugaison pour mariage, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, entre la démocratie et l'IA, la désinformation, puis la stratégie politique. La ligne est assez fine aussi, il faut faire attention. On a aussi touché la rupture numérique. C'est possible pour la population qui est plus techno-vulnérable. On a touché aussi l'importance de ne pas créer des inégalités qui étaient déjà réparées, puis de le faire de façon systématique à cause des algorithmes beaucoup trop opaques. Moi, je suis une maman de 2 enfants. Je suis la sœur de 3 petits frères qui n'ont pas choisi dans quel monde ils allaient évoluer puis dans quoi ils allaient vouer leur énergie pour faire avancer l'humanité. Puis moi, je leur souhaite vraiment qu'ils puissent contribuer à maintenir un monde où les algorithmes sont transparents puis qu'ils restent transparents pour ne pas nous faire reculer dans le temps aussi. Je suis une femme en sciences qui croit que l'inclusion, la diversité dans la gestion puis la création des algorithmes fait vraiment une très grande différence. Et je suis une fille de réfugiés. Donc, dans cette édition, vous avez parlé des droits humains, ça m'a beaucoup touchée. Juste une aparté, mon père qui est arrivé ici, c'est un boat people. Il est atterri à Saint-Hyacinthe, puis ils l'ont accueilli avec du PFK et on dit du beurre de pinot, mais c'est du beurre d'arachide. Puis c'est pas une nouvelle pastille de vin là, que je suis en train de créer, c'est peut-être des chips nouveaux là, pour le prochain Super Bowl. Mais bon, en tant que fille de réfugiés, les enjeux des droits humains me touchent profondément. Puis je pense qu'on sous-estime beaucoup l'impact de l'intelligence artificielle dans l'écart d'inégalité qui peut être créé. Puis on me demande souvent, c'est quoi l'IA responsable? C'est la même chose qu'un humain responsable. Exactement la même chose. Respectueux, équitable, qui ne discrimine pas, qui est ouvert d'esprit, qui évolue en transparence, qui est un contributeur au bien-être, mais surtout à la sagesse de la société. Donc, encore une fois, merci de m'avoir laissé ces quelques mots. Bien. Alors
voilà, nous y sommes à la fin de ce premier événement des Rendez-vous Gérin-Lajoie 2024. Joignez-vous à moi pour applaudir Marie-France Bazot, donc, qui a animé le panel. Anne Nuyen, qui vient de nous faire une allocution de clôture en or. Ainsi qu'à nouveau nos panélistes qui ont eu la générosité d'échanger leurs propos, leurs vues avec nous aujourd'hui. Donc, merci encore. Donc, je m'appelle Caroline Doyon, je suis la directrice adjointe de l'IEIM et à ce titre, je vous invite à poursuivre les échanges dans cette même salle. Un cocktail vous est servi à l'arrière et au plaisir de vous retrouver pour les prochains événements demain et après-demain sur le thème des Rendez-vous Gérin-Lajoie. Merci.